Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table... David Filippo, Ouest France. Quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Les Bretons, ils sont là. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par... Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut les fleurs du Malte. Merci à tous d'être là. Ce soir, on est ravis d'être une nouvelle fois en public avec les valeureux supporters du FC Nantes. Grâce au bar Les Fleurs du Malte, en face de la gare Nord, à Nantes. Merci en particulier à Julien, qui nous a bien chauffé pour venir chez lui ce soir. À mes côtés, pour faire le bilan avant Noël du parcours extraordinaire du FC Nantes sur cette première partie de saison, David Filippo. Salut David. Bonsoir tout le monde. Plus fort. Pierre Arnaud Barre. Salut. Jean-Marcel Boudard. Bonsoir. Salut Jean-Marcel. Et Christophe Pénoignon. Salut Christophe. Salut tout le monde. On n'a pas notre petit mot comme d'habitude. Non, non. Ah, d'accord. Non, on va profiter pour échanger tout à l'heure avec le public, David. On commence par notre traditionnel salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. C'est Lyon. Titanic, Saline. Bien sûr. My heart will go on. Merci Christophe. On profite. Je suis le roi du monde. En Vendée, c'était l'Erika normalement. Le paquebot nantais, monument de l'histoire du foot français avec ses 8 titres de champion qui coulent lentement vers la Ligue 2. Ça va être au programme de ce 15e épisode, saison 7 de Sans Contrôle. On va commencer par un bilan de la première partie de saison des Canaries, où la chronique d'une cata annoncée entre une direction du FCN radine, un mercato totalement raté et un coach qui ne trouve aucune solution efficace, jusqu'au Kita Circus de la semaine dernière à la veille d'un match décisif. Dans un second temps, on évoquera l'arrivée d'Ahmed Kantari sur le banc et son baptême du feu manqué à Angers. On analysera ses premiers choix, pas toujours heureux. Est-il l'homme de la situation ? Tiendra-t-il sur le banc jusqu'à la fin de saison ? À Nantes, on se pose la question évidemment. Et puis plus largement, le FCN a-t-il encore une chance de se maintenir en Ligue 1 ? Enfin, on passera aux questions-réponses, échange ici au micro avec vous qui êtes en notre compagnie aux Fleurs du Malte. Allez messieurs, qui est l'auteur de la citation suivante d'une étonnante actualité au FC Nantes ? Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu vive clarté de nos êtres trop courts. Oscar Wilde. Mais non. Mais c'est Charles Baudelaire, on est aux Fleurs du Malte les amis. Faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Bah oui. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Allez, on essaye de comprendre le fiasco total depuis le mois de juillet à Nantes. Il y a comme un goût amer en nous, Pour toi, pas. comme un goût de poussière. Évidemment. Évidemment. Et la France Gall. Bien sûr. qui nous Suis partout. La colère qui nous suit partout, la colère des amoureux des Canaries, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée et de 5 mois assez affligeants qui ont mené au retour du Kita Circus au premier plan. On décrypte, David, tout ça à travers notre sondage et il n'est pas prêt alors que je l'avais prévenu. Formidable. C'est là où vous voyez Le que chaque sondage semaine, il y a David. énormément de montage. Mais En fait, évidemment. on est obligé de monter à Je chaque vais fois poser que la David question, je te laisserai donner les réponses, David. Comment expliquez-vous la première partie de saison catastrophique des Canaries ? 11 points seulement en 16 journées. On avait 4 propositions. Alors, il y a eu 1700 votes donc sur X. Gestion globale d'Equita 54%. Mercato totalement raté 36%. Luis Castro décevant 5%. Et joueur peu impliqué 5%. Les supporters qui en veulent un peu moins quand même à Luis Castro et aux joueurs qu'à la gestion d'Equita et au mercato raté. On va prendre les choses dans l'ordre et on va commencer, David, je te laisse le micro avec la direction du FCN. Quelle a été, messieurs, l'erreur stratégique majeure de Franck et Valdemar Kita l'été dernier selon vous et qui explique ce marasme actuellement, David ? L'erreur originelle, c'est évidemment de ne pas avoir investi un seul centime l'été dernier. On le dit depuis plusieurs semaines. Ils ont vendu quand même pour plus de 40 millions l'été dernier. Ils ont investi
quasiment rien. Ils ont levé l'option d'achat pour Le Penant à 2,5 millions d'euros. Et ensuite, ils ont un prêt payant, mais je suis même pas sûr qu'il soit vraiment payant sur Hong, c'est à vérifier. Quelques centaines de milliers d'euros maximum. Pas grand-chose, visiblement. Et à Oisième, je suis pas sûr qu'ils aient déboursé grand-chose. Donc le problème, il est là, c'est que... Comment ? C'était pas 2,5 à Oisième ? A priori, non, on est en dessous d'1 million et peut-être encore moins. Et ils ont aussi investi sur un entraîneur, 750 000 euros, faut pas l'oublier. C'est le plus gros investissement. Le plus gros investissement, c'est l'entraîneur Luis Castro. Au total, Jean-Marcel, si on évalue ces 40 millions, il y a moins de 10% qui sont réinvestis dans l'achat de joueurs et la construction d'une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur. Après, il y avait deux manières d'investir. Il y a l'investissement dans l'achat des joueurs. Donc là-dessus, effectivement, c'était une volonté du club de pas investir. D'une part, faut se resituer aussi. Il y avait une volonté ils veulent pas le dire, mais il y a quand même un peu ça, de se refaire un peu la cerise après avoir beaucoup investi suite à l'échec Média Pro et au problème des droits télé. Et il y avait une absence de visibilité sur les droits télé avec pas de diffuseur. Donc les clubs ont entamé une saison sans savoir aussi combien ils allaient avoir de recettes, donc avec une obligation de baisser le budget du club. Nantes est passé de 80 à 50 millions d'euros. Donc effectivement, il y avait la volonté de ne pas investir, mais ils n'ont pas aussi investi sur les joueurs, à savoir sur les joueurs libres, avec une politique salariale extrêmement basse. C'est ça. À moins de 50 000 euros. Oui. Donc forcément, ça prive de recruter quasiment, en tous les cas, en Ligue 1, sur des joueurs un peu expérimentés ou de faire revenir des joueurs français qui sont à l'étranger. Et puis, mais par contre, il y avait quand même la Ligue 2 et l'Union nationale. Et on en parlera tout à l'heure. La politique salariale, elle a complètement changé sur ce mois de janvier. On en parlera tout à l'heure. Oui, ça va changer. Ça va changer. Pab. Non, mais je trouve quand même que, alors, évidemment, il y a la gestion d'Equita et ce qu'on vient de dire de ne pas avoir investi, mais tu peux aussi, sans argent, comme commençait à dire Jean-Marcel, tu peux quand même recruter malin, recruter des joueurs qui vaillent le coup. On perd quand même 4-1 à Angers chez une équipe qui a moitié moins de budget, ils sont à 25 millions, ils n'ont pas pu recruter, ils avaient 2 attaquants de 18 ans. C'est bien la preuve que tu es capable aussi de faire de bonnes choses si tu joues en équipe et si tu as des joueurs qui tiennent un minimum la route. Le problème, pour moi, la réponse, c'est aussi le recrutement complètement raté. Christophe, sur cette question, qu'est-ce que tu aurais voté ? Gestion globale d'Equita, comme 55% des gens, 35% nous disent c'est le mercato raté. Évidemment, la responsabilité, elle est un petit peu partout, mais la responsabilité principale pour toi. Tu m'as dit Castro tout à l'heure. Tu m'as dit Castro. Non, j'aurais répondu pas Castro en tout cas, mais comme la majorité des gens, la gestion globale d'Equita, même si le mercato en soi, l'un ne va pas sans l'autre selon moi, même si le mercato est effectivement loupé, on va en parler. Mais non, moi j'en veux pas à la direction d'avoir laissé partir des joueurs qui étaient là depuis longtemps, comme Castelletto, comme Palois, désolé Pab, mais on était sur un fin de cycle. Chirivella également, il y a beaucoup de tauliers qui sont partis. Mais effectivement, l'erreur, c'est de ne pas s'être positionné sur des joueurs qui étaient libres. Et comme l'a très bien dit Pab, il y a d'autres équipes qui fonctionnent avec moins de budget, mais ils ont plus d'idées. Et donc c'est en ça que j'en veux un peu plus. Je mets quand même un bémol là-dessus, parce que je sais qu'on s'est écharpé avec... alors pourtant, je suis toujours toujours d'accord avec Jean-Marcel, mais cette fois-là, il m'avait fait la leçon de professeur comme d'habitude. Mais je pense qu'il ne fallait pas forcément virer tout le monde, tous les cadres. En fait, le problème, c'est que tu as déshabillé complètement ton équipe, et dans la difficulté, aujourd'hui, tu n'as pas de... Alors, tu as gardé Lopez, mais tu as besoin aussi de cadres un minimum qui tiennent la route, qui tiennent la baraque. Je dis pas qu'il fallait tous les garder, évidemment. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué, messieurs, c'est Douglas Augusto, par exemple. On n'a pas évoqué Douglas Augusto. Mais Douglas dans l'équipe, ça changerait absolument tout. Ou un Pedro, t'en garder un ou deux, mais tu peux pas. Pour moi, dire Pedro. Enfin, on savait que c'était des joueurs qui étaient usés mentalement, qui étaient incapables. Oui, mais Pedro, il était usé mentalement, et peut-être qu'avec Luis Castro, il aurait donné autre chose aussi. Il s'était aussi éclaté avec Pierre Aristo. Je pense qu'on était les premiers à dire qu'il fallait tourner la page de beaucoup de joueurs. Oui, mais on va pas dire maintenant tout le monde d'un coup, de virer tout le monde d'un coup, c'est bien aussi de garder un ou deux cadres. Et Luis Castro l'a souvent dit dans la saison, il a dit que les équipes qui sont de son championnat, il disait oui, mais ils ont gardé aussi certains joueurs. Je dis pas qu'il fallait tous les garder, mais en garder un ou deux qui tiennent un peu la baraque. On l'a dit, c'est que cette direction-là, elle a fait des paris partout. Elle a fait les paris sur un coach qui découvrait la Ligue 1, elle a fait des paris sur un centre de formation où on est passé de rien à tout, quasiment, avec des joueurs projetés très très vite, peut-être trop vite pour certains. Changer, ça, hein. Elle a fait des paris sur un recrutement qui a été raté, sur des joueurs qui découvraient la Ligue 1. Et elle a fait des paris en plus au sein des joueurs qui restaient. Je pense à Francis Coquelin, qui devait être un peu le baromètre de Luis Castro, dont on connaît la fragilité
physique, et forcément tout l'édifice s'est effondré parce qu'à chaque fois il manquait quelqu'un, plus quelques blessés, et on est arrivé à l'automne avec un effectif très très juste. David. Et je pense cette direction, elle a aussi surestimé ce que Castro était vraiment capable de faire. Je crois qu'on leur a dit que Castro était capable de tirer le maximum d'une équipe moyenne, et finalement Castro, il n'a pas réussi. Il a même pire qu'une équipe moyenne, il a une équipe extrêmement faible. Et je pense qu'on leur a tenu ce discours dans leur entourage. On leur a dit, vous allez voir Castro, vous avez vu le boulot qu'il a fait à Dunkerque, il tire vraiment le maximum des joueurs, et en fait il a jamais réussi. Sauf que on a tendance à l'oublier, mais le mercato aussi les portes étaient grandes ouvertes. C'est par exemple le faux départ de Mathis Sabline, et on a perdu quasiment 2 mois et demi sur Mathis Sabline, puisqu'on l'a quasiment pas vu, en tous les cas en pleine possession de ses moyens, avant la mi-octobre, on va dire. Donc il y avait déjà 5-6 matchs qui avaient été joués, et tu as joué sans ton attaquant premier, sans repère en tous les cas. Et qui aujourd'hui, je pense, paye encore son transfert avorté de l'été, parce que le Mathis Sabline de l'été, enfin de septembre, on le voit plus trop aujourd'hui. Il regarde ses chaussettes, il joue tout seul. Il était remplaçant de toute façon en début de saison, Mathis Sabline. Mais il a eu une après cette histoire de départ complètement gâchée, et dans la tête, je pense que c'est difficile. Comme maintenant les résultats vont pas, je pense que Mathis Sabline, c'est un joueur qui aujourd'hui est dans le trou aussi. On va passer sur les mauvais choix du mercato dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui sont en échec au FC Nantes. Mais pour conclure sur la gestion d'Equita, ce qu'on dit ce soir, puisqu'on fait une sorte de bilan, c'est qu'ils n'ont pas assez investi, ils ont été trop frileux. Il y a eu un retour sur investissement, Jean-Marcel l'a évoqué, sur ses droits télé et les millions qu'avait sorti Valdemar Kita sur la saison précédente, qu'il voulait récupérer. C'est la politique salariale principalement, ou alors l'Equita n'ont pas les moyens d'assurer pour un club en Ligue 1. Ils vont se déjuger eux-mêmes en l'espace de 5 mois. Ce qui n'est pas étonnant, et puis on l'a déjà vu à Nantes, l'histoire l'a souvent fait remarquer, mais ils sont David en parlera mieux que moi, mais ils sont sur une politique salariale où ils peuvent avoir des salaires aujourd'hui entre 150 et 200 000, ce qui est quasiment... Attends, c'est ce qu'ils vont chercher à recruter maintenant, c'est ce que tu nous dis. Oui, c'est pas le cas dans le vestiaire actuel. Pour aller chercher, 30 000, à part Anthony Lopez, il y en a pas un aujourd'hui qui est à ce niveau-là. C'est ça. Et donc on va aller rechercher des joueurs quasiment au niveau de salaire où on était dans les belles années 2022-2023 après la Coupe de France, où là on avait un paquet de joueurs à ce niveau-là. Donc s'ils sont capables de le faire là en janvier, parce que c'est le panic buy, ils étaient capables de le faire en août, en tous les cas, de manière un peu plus mesurée et ciblée sur certains joueurs. On va se garder ça pour la deuxième partie, ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils se sont dit que ça allait passer. En fait, le FC Nantes, mais ça fait des années que ça dure, ils se disent toujours qu'il va y avoir 3 plus mauvaises équipes qu'eux. Et en fait, l'ambition, globalement, elle est là. Elle est de jouer le maintien en se disant que tu auras toujours pire que toi. Le problème, c'est que là, tu vois bien que tu n'as pas pire. T'as pas pire. Et les équipes qui ont, ce que je disais tout à l'heure, qui ont un budget bien plus faible, elles jouent en équipe. Elles ont gardé des joueurs d'une année sur l'autre durant l'été, et elles sont beaucoup plus cohérentes aujourd'hui dans ce qu'elles produisent. C'est quand même une ambition assez faible pour un club comme le FC Nantes d'essayer de survivre et d'espérer la 15e place. C'est pour ça que j'interrogeais mais c'est pour ça que j'interrogeais les moyens d'Equita, ce qu'ils ont envie de mettre ou ce qu'ils sont capables de mettre. Enfin, on est en train de spoiler un peu, mais oui, quand ils peuvent mettre s'ils veulent. C'est ce qui va se passer pendant ce mercato, janvier. J'en ai eu la preuve hier. Ils peuvent monter Jean-Marcel l'a dit, ils peuvent monter à plus de 200 000 € par mois. Ils peuvent le faire. Alors que cet été, c'était 50 000, pas plus pour les joueurs. Donc, ils sont en totale panique. Valdemar Kita refuse de descendre en Ligue 2. Donc, il va mettre les moyens. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit en introduction qu'ils avaient été radins et que j'interroge l'ambition au-delà de ça, de la direction du FC Nantes, de faire autre chose que 15e. À un moment, tu as un stade, une histoire, un public qui mérite autre chose que cette 15e place. Donc, la direction du FC Nantes, la première montrée du doigt par cette consultation auprès des supporters. Le recrutement, c'est le deuxième point que je voudrais qu'on aborde ce soir ensemble, les amis. Tu as commencé à évoquer, Christophe, les départs de l'été. Fallait-il dégager tout le monde cet été ? Peut-être Douglas Augusto manque-t-il au milieu de terrain dans sa capacité à emmener un groupe et puis à aller chatouiller les chevilles adverses quand il faut mettre un peu d'intensité. Ceux qui sont arrivés ne sont pas au niveau. Je vais vous citer les noms. Camara, on l'a quand même pas beaucoup vu. Ong, Lado, Kwon, Radakovic.
Au-delà du manque de moyens déterminants, c'est vrai, que dire de ces mauvais paris de la cellule de recrutement, Christophe? Il y a quand même là une liste de joueurs, aucun n'a été convaincant. Non, effectivement, c'est que des ratés. Alors il y a Chidozie Awaziem qui revient des États-Unis et qui connaît la maison nantaise, mais sinon sur tous les paris qui ont été faits, Awaziem, Mwanga et il y a Mwanga, mais l'Arabie. Voilà. Mwanga, c'est difficile de se baser sur un joueur qui est arrivé au dernier jour du mercato et qui est prêté un prêt sec de Strasbourg. Donc en fait, tu peux pas te baser sur ce joueur-là. Et qui plonge un peu sur cette fin de première partie. Mais c'est symptomatique d'un mercato. Ça, je peux vous le dire. Ouais, vraiment. Ouais. En tout cas, c'est symptomatique d'un mercato qui n'est pas efficient. Si tu te bases sur un joueur qui, en soi, potentiellement avec Awaziem est la meilleure recrue de l'été, sur un prêt sec, c'est pas viable. Sur ce recrutement, il y a eu un petit débat ces dernières semaines sur la propension de Castro à assumer ou pas ce recrutement. Au début du championnat, il nous a dit publiquement, médiatiquement, je suis OK, c'était vu, je savais avec quelle équipe j'allais partir. Et puis, il y a une quinzaine de jours, il a eu cette sortie au micro où il évoquait la Ferrari ou le vélo et nous disant qu'il allait plutôt avoir affaire à un vélo à Nantes. Je peux dire que je veux avoir une Ferrari ici pour aller à ma maison et pour venir. Si le club me dit c'est pas possible une Ferrari, je dis OK, faire pour moi une autre voiture. Si le club me dit pas de voiture en vélo, je vais avec un vélo. Il s'est rendu compte qu'il avait plus de vélo que de Ferrari. Est-ce que tu peux traduire pour David parce qu'il comprend pas du tout le Castro? Mais toujours pas. Il dit j'ai demandé une Ferrari. Si je demande une Ferrari, ils me disent plutôt une voiture. Et puis finalement je vois que j'ai pas de voiture, je fais avec un vélo. Non mais il faut quand même dire, comme on est quand même dans un podcast en public, il faut quand même expliquer que David, à chaque conférence de presse de Luis Castro, il nous regardait avec des yeux ronds comme ça. Et à chaque fois, il est souvent assis à côté de moi au premier rang et il me regarde, il fait rien compris. Non mais Castro parle mieux portugais, parle mieux français que toi portugais. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça c'est ce qu'on peut dire. Sur le recrutement raté, Jean-Marcel, là on est quand même sur des échecs en série, des paris ratés en série. On en a vu des intersaisons au FC Nantes, mais j'ai pas souvenir en tous les cas d'avoir vu autant de joueurs aussi fantomatiques en fait, avec un apport aussi faible dans la saison, puisque tu les as cités, ne serait-ce que Camara, Hong et puis Radakovic. Pour le coup, voilà, c'est des joueurs dont on sait en fait qu'ils apportent rien. Et Luis Castro l'avait dit, quand il arrive à la 60e minute de jeu, il fait rentrer et il sent que son équipe, il n'a pas beaucoup en tous les cas de réservoirs derrière pour maintenir un certain niveau de jeu. Donc oui, c'est problématique. Je trouve qu'ils se sont vraiment plantés sur le recrutement et dans les grandes largeurs, parce que on a connu des joueurs qui avaient eu des débuts difficiles. Je pense à Pedro Chirivella par exemple, qui a mis du temps en tous les cas à s'exprimer, mais il avait quelque chose. Et à côté, il y avait un Jean-Charles Castelletto, je crois, qui était arrivé cette saison-ci, et Moses Simon également, où il y avait déjà quelque chose, enfin des joueurs qui ont vite apporté quelque chose à l'équipe. Là on en a très peu, voire pas du tout, quoi. Alexandre dit dans notre sondage sur Twitter, un recrutement complètement raté qui n'offre que des déséquilibres dans l'équipe et un entraîneur qui s'obstine sur un système qui ne fonctionne pas. On va parler de Luis Castro tout à l'heure. Fafa nous dit, là où il fallait Savanier, on a pris Hong, là où il fallait Lesmelou, on a pris Coquelin, là où il fallait David Ashvili, on a pris Camara. C'est vrai qu'on est allé chercher un peu exotique. C'est pas du tout les mêmes joueurs. Des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de la Ligue 1, qui ne connaissaient pas ce championnat. Non mais Simon, là où j'hallucine, moi, c'est que j'ai fait le premier match amical que j'ai fait, c'était contre Guingamp, ça devait être le deuxième match amical de l'équipe. Radakovic rentre, il se déchire complètement dans la surface de réparation à un moment sur un long ballon, tu vois, qui est complètement paumé, et deuxième action, le ballon part en profondeur, il découpe le mec. Et ça t'a plu, ça, non? Non, mais j'adore. Mais je l'avais dit, je crois, au dernier. Je l'avais dit à un moment que je voulais lancer un fan club de Radakovic. Je le trouve super. Un Serbe qui découpe des gens, je trouve ça génial. Très bien. Mais n'empêche, je suis pas recruteur, je suis pas technicien pour parler au micro. On a plein de trucs à dire. C'est très bien. Merci, l'FC Nantes. Mais tu vois au bout de 5 minutes que Radakovic n'a pas le niveau. Et tu vois, tu discutes avec des gens à la Jaunelière, les joueurs, ils étaient hallucinés de voir un joueur comme ça, l'entraînement avec eux, en fait. Au bout de 3 jours, Castro. Oui, au bout de 3 jours. Castro a compris. C'est là que tu vois que tu as un gros problème quand même. Je trouve que c'est même pire de le faire rentrer en fait en tant qu'attaquant au cours de la saison. Non, ça vraiment j'aime bien parce que Nicolas Palois, s'il était rentré en neuf plus souvent, on aurait vu des plus beaux buts. Ça veut dire que tu n'as pas du tout de ressources dans un poste clé qui est le poste d'attaquant et que tu n'as pas de solution en attaque, quoi. Caméra. Mais c'est que tu n'as pas de solution en défense
défense centrale non plus, parce que Radakovic descend pas en défense centrale, du coup t'as pas de doublure du tout à Tati et Oisiem, sauf si t'as Manga qui descend. C'est Manga, il a fait descendre Manga, ce qui oui. était dire à Radakovic, t'as aucune chance de jouer mon ami derrière, c'est sûr. Le destin de Baptiste Drouet, quand même, qui est le responsable de la cellule recrutement, n'était pas lié à celui de Castro, a priori, puisque Castro est parti et Baptiste Drouet est toujours là. Est-ce que c'est lui qu'il faut blâmer ou est-ce que ce sont les moyens alloués par l'Equita pour essayer de dénicher ces perles rares? En tout cas, l'échec est là. À qui la faute, David? Un peu des deux. C'est vrai que Baptiste Drouet avait très très peu de moyens. On l'a assez dit depuis le début de ce podcast. L'Equita n'ont pas voulu investir quasiment pas d'argent. Après, on aurait aimé qu'il déniche. Alors son rôle, c'est de faire des listes de joueurs. Oui. Et j'imagine que les joueurs qui ont été pris par Nantes n'étaient pas les premiers choix, d'ailleurs pas non plus les premiers choix de Castro, mais c'est vrai qu'on est obligé, il fait aussi partie de la chaîne de responsabilité, Baptiste Drouet, mais en premier lieu il faut le pointer du doigt, c'est forcément la direction qui ne lui a donné aucun moyen, aucun moyen du coup à l'entraîneur. Tu te rappelles, c'était déjà le cas les précédentes saisons, parce que je me souviens d'Antoine Comboré qui nous disait, quand on lui disait vous avez validé des noms, il disait je mets 12 noms sur une feuille. En fait, tous les noms sont barrés au fur et à mesure, puis à la fin on me propose le 12e, il dit je dis oui quoi, mais est-ce que c'est validé un moment un profil comme ça Il y a quand même une erreur stratégique qu'ils sont en train de corriger, puisque on voit que ce sont des joueurs de Ligue 1 expérimentés qui connaissent la Ligue 1 que Nantes est en train de rechercher. Ça n'a pas été le cas du tout, Christophe, du mercato de l'été dernier. Non, puisque en fait, je pense qu'ils ont trop voulu miser sur les jeunes, même si c'était une idée de départ qui était séduisante et on souscrivait à cette idée au départ. Ils ont trop misé là-dessus. Je pense que les jeunes, il y a des déceptions aussi dans l'évolution des jeunes, des Tabibou, enfin peut-être qu'on va en reparler. Ouais, si tu veux, mais vas-y. Mais ils sont venus prendre la place des recrues qui n'étaient pas au niveau aussi, les jeunes, ils ont été propulsés très vite. En fait, on leur a donné un temps de jeu, à mon avis, qui était inespéré pour certains, qui n'auraient pas dû aller démesuré, je sais pas, mais en tous les cas, aussi important, moi je comparais souvent la saison 2016-2017 quand je suis arrivé, il y avait à peu près 7 ou 8 joueurs dans le 11 de départ qui étaient issus du centre de formation du FC Nantes, sauf qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait 19 ans, c'était Amin Harit. Là on se retrouve avec, on a vu des compos d'équipe avec 4-5 gamins qui avaient 19 ans, donc tous ensemble c'est un peu compliqué. Pour certains, c'était pas les plus mauvais pourtant, Jean-Marcel, sur certains matchs. Rappelez-vous, Quentin Merlin, il a eu des difficultés à digérer sa deuxième saison, on sait que la deuxième saison elle est aussi compliquée. Voilà, pour certains on l'oublie, mais ils ont eu un été très écourté puisqu'ils ont été en sélection au mois de juin. Je pense à Louis Leroux, Demen Tabibou. Donc il y avait un tas de facteurs qui faisaient en tous les cas, qui ne pouvaient pas être les premiers rôles. Ils pouvaient avoir une rotation, ce que les formateurs ont toujours défendu ici, c'est qu'on fasse jouer les jeunes et qu'ils aient un rôle dans la rotation, qu'ils aient un rôle pour se montrer quand ils doivent prendre leur place, mais pas qu'un rôle au premier plan. Et comme tu l'as dit, Simon, je suis d'accord avec toi, ils se sont retrouvés en fait à compenser les failles du recrutement de cet été, parce qu'ils n'auraient jamais dû, en tous les cas, être aussi là. Enfin, Michael Lado, qui est international espoir suédois, on a recruté quelqu'un qui était déjà, dont on sait qu'il était fragile. En plus, on a fait des paris en plus sur les recrues. Un mot sur, si on en termine avec le recrutement, on a compris que Baptiste Drouet était toujours à la manœuvre, en tout cas actuellement, pour préparer le mercato de janvier qui arrive. Il aide au mercato, mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment il était un peu déclassé, David. Il continue. Non, il travaille sur le mercato. Je sais pas s'il a été déclassé, mais je suis pas sûr qu'il intervienne beaucoup dans le processus de décision. Je pose la question parce que sinon je vais recevoir un SMS, il va pas être content. Oui. Je m'interroge là-dessus. Je suis pas sûr qu'au final il va beaucoup intervenir. C'est-à-dire que l'Equita vont travailler plus directement avec les agents. Mais il va aider quand même. Il est toujours là. Ouais. Mais non, je pense qu'il est dans les négos, mais c'est pas lui. Il avait un réel pouvoir. En tous les cas, il était force de proposition sur les joueurs que lui-même avait ciblés. En tous les cas, aujourd'hui, il a perdu un peu de crédit. Il a perdu. Valdemar Kita, lui, on n'a jamais réellement accordé. Comme il revient un peu quand même au premier plan au regard de la situation, il en a encore moins aux yeux de ses présidents. Pab. Non, mais de toute façon, quand tu vois le recrutement de cet été, forcément, ton crédit est un peu entamé quand même. Après, je reviens sur le fait, évidemment,
on le dit au regard encore plus des résultats que ça aurait été bien de recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 1. En plus, les joueurs, Anthony Lopez l'avait dit, on parle toujours de son interview de début août, il avait dit, nous on a besoin d'expérience de joueurs, des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Après, ça t'empêche pas non plus de réussir des paris à l'étranger. Moses Simon, il venait d'Espagne. Douglas Augusto, il était au PAOK Salonique. Tu peux aussi faire des bonnes trouvailles à l'étranger. Mais il faut que le joueur t'apporte quelque chose. C'était des joueurs qui avaient 25-26 ans. C'était des joueurs aussi qui étaient accomplis, qui avaient une solide expérience à l'étranger, contrairement à ceux qui sont arrivés, qui sont extrêmement jeunes. Quand même. En plus, on a recruté des très très jeunes. Et on en revient à la politique salariale qui fait que tu n'as pas pu recruter les joueurs en question parce que Nantes. Parce que l'expérience Ligue 1, on peut en parler effectivement. Moi, je pense qu'il manquait pas beaucoup on en reparlera tout à l'heure, mais il manquait pas beaucoup d'éléments en tous les cas pour ce que Luis Castro puisse faire ce qu'il avait pour le Castro Ball, il a manqué 1 ou 2 éléments seulement. Oui, il manquait un ou deux joueurs. Allez, 3, on va dire. Ouais, tu vas monter à 4 ou 5. Non, 3. Non, mais déjà. Tout le monde parle d'expérience Ligue 1. Vous avez juste à regarder les 11 de départ d'Angers de et Metz. de Nantes, qui est la plus grosse défaite du FC Nantes cette saison. Sur le 11 de départ du FC Nantes, il y a plus de 6 joueurs à 100 matchs de Ligue 1. Il y en a un seul côté Angers, c'est Belkebla. Le reste, à Angers, ils ont tous moins de 100 matchs en Ligue 1. Et chez Kemat, il a préparé ses stats. Non, et ça les a pas empêchés de prendre. Et il n'y a qu'un seul joueur sorti du centre de formation, c'est Tilel Tati. Et les 2 seuls joueurs qui ont le moins de matchs, c'est Benatab et Tilel Tati. Mais tout là, le reste, t'es déjà dans la deuxième partie sur Contari. On est plus dans le Castro Ball. Tu parles. Non, mais Angers, il y a aussi sans recrue. Il a fait une effectif sans recrue par Machado qui est arrivé. Et en fait, effectivement. Oui, mais il a mis les jeunes de côté déjà. C'est pas qu'un problème de joueurs de Ligue 1. On va parler d'une autre entrée dans notre sondage. On a évoqué la direction, le recrutement, l'implication des joueurs et puis Luis Castro. Sur l'implication des joueurs, si certains sont limités, j'ai le sentiment que je vois aussi un peu plus d'engagement dans certains matchs de Metz, dans certains matchs du Havre. Est-ce que certains trichent ou se cachent ? Est-ce que c'est aussi ce qu'on doit comprendre à travers ce que nous a dit Anthony Lopez après le match d'Angers, en colère sur la mentalité de cette équipe, même s'il faut la contextualiser avec ce changement d'entraîneur dans la semaine. Écoutez ce que dit Anthony Lopez. Aujourd'hui, on avait une équipe qui avait l'ambition de jouer le maintien depuis le début de la saison. Et ils ont mis les ingrédients pour. Nous, pas du tout. Quand on joue le maintien, il faut de l'agressivité, de l'impact physique. Et aujourd'hui, je suis désolé, à l'image du deuxième but qu'on prend, quand le joueur offensif est en 2 contre 1 avec nos défenseurs, je suis désolé. Voilà, moi je l'ai en travers de la gorge, c'est comme ça. Il va falloir changer cet état d'esprit-là, mettre un peu plus d'impact physique et surtout remporter plus de duels que ça. Tout le monde est KO, pourquoi il n'y a pas cet impact en tout cas ? C'est une mentalité, c'est juste une mentalité. L'impact physique, c'est l'impact physique que tu mets déjà en entraînement, l'impact physique après elle vient pas comme ça. Si tu la mets déjà en entraînement, elle viendra en match. Voilà, c'est tout. Il va falloir arriver avec beaucoup d'autres intentions sur cette deuxième partie de saison, parce que si on reste comme ça va être très compliqué. C'est la première fois que j'entends un joueur dire si tu mets pas d'impact physique à l'entraînement, t'en retrouveras pas sur le terrain. Donc ça commence à critiquer un petit peu ces derniers mois d'entraînement où il n'y avait pas suffisamment d'intensité qu'on peut attendre d'une équipe qui joue le maintien PAB. Non mais alors j'ai fait un comparatif dans Presse Océan sur l'interview d'Anthony Lopez au mois d'août après une défaite à Angers, 1-0 en amical, et celle-là. Il disait quasiment la même chose. Il disait le but inscrit par Angers, il disait on met pas d'impact. Dans cette interview-là, vendredi, il dit aussi c'est pas possible qu'un attaquant passe entre nos 2 défenseurs et puisse tirer et marquer. Et en fait, ce manque d'impact, tu le vois, globalement, il est ciblé depuis cet été. Je suis pas d'accord. Sauf qu'à Angers, c'est mental. Hein, les mecs, ils sont mais Angers, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on a vu ce manque quand même d'impact. Je suis pas d'accord, jusqu'au match de Metz, qui est le match tournant et qui est vraiment celui qui fait... Tu vas me dire que Nantes était l'équipe dans les duels. Nantes était l'équipe qui remportait le plus de duels en Ligue 1. C'est plus le cas. Jusqu'à ce match-là. C'est quelle période ? Non, ça fait il y a un mois et demi. Quand même. Ça fait un mois et demi. Depuis, t'as pas gagné un match. Depuis, t'as pas gagné un match, Jean-Marcel. Mais c'est pas un problème de cette équipe-là. Cette équipe-là, elle a su aussi gagner des duels, elle a su mettre de l'impact physique. Donc il y a quelque chose qui s'est délité. Et encore plus, vous comparez le match d'Angers, je vous rappelle, c'est pas le même coach. Oui, non, mais je dis pas juste Angers. Là, c'est Angers, c'est la fin de ces cycles-là qui. C'était le début d'un autre. Voilà, oui, on est d'accord, Jean-Marcel. Mais t'es quand même dans une équipe qui est quand même à la rue depuis un moment, en fait. Enfin, elle a pas gagné depuis fin octobre. Et sur ce que dit quand même le nouveau capitaine du FC Nantes sur l'entraînement. Il n'y a pas assez d'impact, il n'y a pas assez d'engagement à l'entraînement. Tu penses qu'il parle juste des dernières semaines après Metz ou qu'il juge un peu aussi ce qui s'est passé sous Castro à l'entraînement ? Moi, je les ai dit après le match de Lens, j'ai pas eu le sentiment d'avoir une équipe qui s'est cachée contre Lens. Enfin, je trouvais qu'il y avait de l'intensité, je trouvais qu'il y avait de l'application dans les consignes, je trouvais qu'il y avait dans les positionnements, les joueurs étaient plutôt soucieux. En tous les cas, de fermer les espaces. Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt une équipe qui était impliquée. Même à Lyon, quand ils perdent 3-0,
les joueurs l'ont dit, ils ont pas lâché, donc ils ont jamais lâché. Franchement, je trouve que c'est une équipe qui a fait, avec les moyens qu'elle avait, elle a fait au mieux de ce qu'elle pouvait. Par contre, je trouve qu'elle a lâché effectivement Angers. Angers, pour le coup, un match charnière et tournant. Or, c'est pas le même coach. Mais au-delà du changement de coach avec Courtrai, rappelez-vous le début de semaine qu'elle a vécu, à savoir dimanche, notre coach va sauter. Lundi, Wistin va arriver. C'est tout à l'heure ça, Jean-Marcel. Ok, d'accord. Jean-Marcel l'a parlé. On est sur le début de saison avec Castro là. Non, mais c'est ce qui est quand même très paradoxal, c'est que Jean-Marcel en fait parle de ces 2 derniers matchs. On était ensemble à Lyon et contre Lens, où finalement l'équipe de Nantes a montré le plus de choses en changeant complètement son style de jeu, avec un jeu beaucoup plus direct, en arrêtant, comme tu disais Simon, le Castro Ball. Tu vois qu'il a vraiment voulu s'adapter à la situation, aux joueurs de manière beaucoup plus directe. Il a renié une partie de ses principes. Et quelque part, c'est ce que veut dire Jean-Marcel, c'est qu'en fait il saute au moment où il s'est adapté, où il monte quelque part le plus de choses, en tout cas dans l'implication. Moins dans le jeu, mais dans l'implication. Après, le problème, c'est que tu sais que dans cette situation-là, tu prends le match de Lyon et tu prends le match de Lens, jamais, aucun de nous, on en parle à la mi-temps et on se regarde pendant le match, jamais tu penses qu'ils vont gagner. David, t'étais pas d'accord? Je sais plus, je les laisse. Non, mais dis que t'es pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Voilà, merci David. On glisse sur Luis Castro parce que il y a beaucoup de bienveillance de la part des supporters du FC Nantes vis-à-vis de Luis Castro. Je rappelle quand même son bilan: 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites, ce qui est le pire en termes de bilan comptable de l'Erquita. Après 15 journées, faut bien préciser. Après 15 journées, est-ce que c'est le pire coach de l'Erquita ou pas? A priori, les supporters disent non. Non, vous avez la mémoire. Mais on fait le bilan, on a déjà un petit peu parlé de ça dans les précédents posts. Vas-y, je t'en prie, Jean-Marcel. Moi, rien que la période moderne, c'est celle que j'appelle celle où je suis là depuis 2016. Il y a quand même eu Raymond Domenech 7 matchs. Enfin, je suis désolé, mais en termes de coach, il y a eu Cardozo. Il y a eu Jocelyn en termes de résultats, mais il y a eu Cardozo il a des chiffres. Non, j'ai pas. Pas toi. Je dis que tu bosses pas. Christophe a des chiffres. Cardozo, c'était. Attends. Domenech, effectivement, 0% de victoire. Cardozo, 13% de victoire après 8 matchs. C'est le même pourcentage que Luis Castro. 13% de victoire au bout de 15 minutes. Vous allez comparer les effectifs de Cardozo et Luis Castro, vous verrez que c'est pas les mêmes. Et vous comparez aussi le discours de Castro et de Cardozo. Il y en a un qui était pour le coup qui a fait ce qu'il disait, quoi. Et mais personne n'a jamais compris Cardozo. Et je comprenais encore moins ça. Oui. Non, mais les joueurs non plus à l'époque, ils comprenaient pas. A-t-il quand même fait des erreurs, notre ami Luis Castro? Est-ce qu'il s'est entêté un peu trop longtemps dans sa méthode? Est-ce qu'il n'a pas compris que son effectif était trop faible pour ses principes de jeu? Je suis d'accord avec ça. En fait, il a commencé à nous dire sur ses dernières conférences de presse qu'en gros, à chaque fois, après chaque match, il faisait des retours vidéo sur les actions qui avaient souvent emmené les buts concédés par Nantes. Et il dit, je montre la vidéo aux joueurs, je dis rien, les joueurs disent, ah bah oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et en fait, tu te rends compte que Castro, il voulait mettre quelque chose en place, mais que les joueurs suivaient pas. Et d'ailleurs, les joueurs nous l'ont dit, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il disait, on comprend pas trop. On a eu El Arabi en conf de presse qui disait, il a dû changer un peu sa communication parce qu'on comprenait pas ce qu'il nous disait. C'est quand même grave quand tu es au mois de novembre et que à Nice, c'est le Penant qui dit, je comprends pas, on est deux au milieu. On est deux au milieu de terrain, on est submergé et il y en a un qui, ça restera un mystère d'ailleurs, ce milieu de terrain qui descendait toujours en charnière centrale. J'avoue que j'ai rien compris. J'ai posé la question. Mais si, on a posé la question plusieurs fois, mais j'ai jamais compris. Il a expliqué qu'il préférait ajouter de la densité dans la surface de réparation avec 3 défenseurs centraux pour les centres qui arrivent et beaucoup de présence. Et on a vu Nantes aussi en début de saison subir beaucoup d'occasions, mais avec une telle présence dans la surface, arriver à repousser les offensifs adverses. Mais tu dépeuples le milieu en le faisant. C'est un choix tactique qu'il a fait. Son explication ne convient pas vraiment. Il nous a expliqué, l'explication était liée à l'adversaire, au match de Lens en l'occurrence. Mais ce Kwon en défense centrale, en position défensive, il a fait sur d'autres matchs. Non, moi j'ai du mal en fait à en vouloir à Luis Castro d'avoir voulu installer quelque chose. Avant Lens, c'était l'entraîneur de Ligue 1 avec Pierre Sage qui changeait le moins souvent de 11 de départ. Donc il y en a un qui est leader de Ligue 1, l'autre qui est un peu plus qui a perdu son poste, tout simplement. Mais c'est difficile parce que s'il avait changé d'équipe tous les matchs ou tous les 2 matchs, on l'aurait dit, on lui serait tombé dessus en disant mais il veut installer quelque chose, il n'y arrive pas parce qu'en fait il fait trop de changements. Donc en fait j'ai du mal à lui en vouloir par rapport à ça, d'avoir voulu installer vraiment quelque chose, d'avoir voulu installer les jeunes et d'avoir voulu insister dans son équipe. Je trouve que c'est pas de l'entêtement, il avait une ambition en tous les cas qui était très énergivore et qui était très forte, qui demandait de la répétition et des automatismes.
Enfin, je veux dire, on est à Nantes, le FC Nantes, c'est pas construit comme ça. Si on prend celui de Reynald Noax ou Jean-Claude Soudo, ont un coup de baguette magique. Donc ça demandait énormément d'automatisme et de répétition et du temps dans un monde de football qu'on a de moins en moins, avec un effectif sans doute trop juste comme on l'a dit. Et moi, je vais pas le blâmer d'avoir voulu insister pour créer, en tous les cas, des repères. Et en plus, il n'a pas été verni. En tous les cas, il a été victime de pas mal de coups du sort. C'est-à-dire que il y a eu les matchs de prépa où quand on voyait Francis Coquelin, on avait une équipe avec Francis Coquelin et une équipe sans Francis Coquelin. Et c'est franchement pas du tout la même. On l'a quasiment pas vu. Ouais, vous l'avez pas vu, mais vous étiez pas là en juillet, vous étiez tous en vacances. Donc moi j'ai eu la chance de le voir et franchement dans les sorties de balles, dans le match de préparation, il s'est blessé après Jean-Marcel. Dans l'influence qu'il pouvait avoir aussi. C'est pas parce que tu dis un truc avec un col roulé de manière professorale que c'est vrai. Dans l'influence que Francis Coquelin pouvait avoir aussi sur le comportement des autres et dans les attitudes, elle était essentielle en tête. Et donc il a perdu ça. Et en plus après, rappelez-vous octobre-novembre, c'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a un junior Manga qui arrive, qui est à peu près en pleine possession de ses moyens, il perd Johan Le Penant et Louis Leroux. Il perd quasiment 2 joueurs. Et vous parlez de Kwon, mais le Kwon, il se retrouve à jouer en fait plutôt par défaut parce qu'il a plus de rotation. Il a plus la sentinelle prévue. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être sur les derniers matchs, par exemple, il y a Duff que moi j'ai trouvé un peu timide ou timoré sur ses premières entrées, un peu plus convaincant sur la dernière. Et j'ai trouvé que dans ses changements, en tous les cas, il était sans doute trop prévisible et qu'il y avait une forme de hiérarchie qu'il avait installée au sein du groupe qu'il aurait dû briser un peu plus tôt. Et même par exemple un petit Sacha Ziani qu'il a fait rentrer. En tous les cas, qu'il a intégré dans le groupe, mais juste pour faire le nombre et sans vraiment lui donner sa chance. Moi, j'avais été assez surpris et épaté, en tous les cas, par les matchs de prépa qu'il avait pu faire. Ce que je trouve un peu décevant quand même, un peu surprenant, c'est que tout ce qu'on se dit là sur Luis Castro, le besoin de temps, de méthode à mettre en place, d'automatisme à répéter, ça, on le savait. Il l'a fait à Dunkerque. Tu savais que ce coach-là, il fallait lui laisser du temps. Et en fait, c'est le problème toujours à Nantes, c'est qu'on est... alors là, ils ont attendu décembre quand même. Ça aurait pu être plus tôt. Je trouve qu'ils auraient pu le virer plus tôt. Oui, mais les connaissants. Non, mais les connaissants. Non, mais ils pouvaient aussi lui laisser un peu plus de temps. En fait, tu sais en prenant ce coach-là qu'il faut du temps. Et tu lui as pas laissé. C'est ça qui est dommage. Surtout quand il t'a identifié qu'un des problèmes de cette saison, c'était ton recrutement raté de cet été. D'ailleurs, ils vont offrir au nouveau coach ce qu'ils n'ont pas fait à Luis Castro. On en reparlera tout à l'heure, mais du coup tu déstructures tout, alors que là tu avais quand même un groupe qui avait à minima des repères et des choses créées depuis 5 mois. Et là tu vas repartir à zéro, c'est comme si tu étais au mois de juillet là. Sur la fin de Luis Castro, parce qu'effectivement ça on va l'aborder dans quelques instants, pourquoi l'Equita se sont-ils lassés alors qu'on avait expliqué, nouveau coach, peu de recrutement, des jeunes, tout ça, ça demande du temps. Ce sont que des facteurs qui additionnés nous font dire qu'il faudra du temps. Pourquoi ils se sont lassés ? Est-ce que son caractère était incompatible avec l'Equita, finalement, contrairement à ce qu'ils nous ont dit en conférence de presse de présentation ? Parce que l'impatience et la volonté de retrouver éternellement le management d'Antoine Comboiré, un homme à poigne qui va bétonner. Non, mais c'est ce que cherche, c'est ce qu'on comprend de cette direction. C'est ce qui n'a pas aidé. Toujours ce même profil, et que David, c'est pas le profil de Luis Castro finalement. Il y a surtout les résultats et puis le contenu, parce que moi je veux bien, j'aimais bien Luis Castro, pourquoi pas, mais enfin franchement les derniers matchs c'était devenu des purges, quoi, des énormes purges. Combien de fois Valdemar Kita quittait la Beaujoire en hurlant, quoi. On n'en pouvait plus, hein. Nantes-Metz, Nantes-Lorient, on peut en citer énormément. Il y a forcément les résultats. Après, sur la personnalité de Luis Castro, ce que la direction aimait bien, c'est qu'il ne disait trop rien sur, par exemple, l'absence de moyens, jusqu'au dernier match, où il a senti que de toute façon sa tête allait être coupée. Après, je pense quand même que sa personnalité aide pas non plus, comme dit Simon. La famille Kita, elle a besoin d'avoir un coach qui ait de la présence, qui bouge dans sa zone technique, qui emmène le groupe. Et en fait, je pense qu'ils recherchent un peu ça aussi. Non, elle a besoin d'avoir un coach qui fait qui est une autorité incarnée à la journée. Voilà. C'est tout. Pas besoin d'un coach qui gesticule sur un banc. Oui, mais un peu quand même aussi. Et le fait que Castro il soit plutôt calme. Si on en est là. À dire Jean-Marcel, c'est depuis 2016 tu dis que tu suis le FC Nantes, tu découvres ça. Non, mais ça veut dire qu'on est condamné
condamné, en tant que suiveur ou supporter du FC Nantes, à prier pour que le coach rassure l'Equita qui sont absents de Nantes et qu'on ait ce manager général qui incarne l'autorité, qui décide de la taille des savons à la Jonelière de manière autoritaire et qu'il soit à distance rassuré pour qu'il puisse ensuite techniquement s'exprimer pendant des mois. On l'a déjà dit, t'as pas de directeur sportif, t'as pas de relais, t'as pas de coordinateur sportif, pas de directeur général. Donc on en revient à notre premier point, la responsabilité principale, c'est celle de la direction du FC Nantes. Le changement de coach s'est déroulé de manière assez sale quand même. Cette semaine, elle a été particulière, messieurs. On va la raconter. Semaine complètement dingue. Castro condamné quasiment après le match face à Lens le samedi. Puis 48 heures plus tard, conforté. Entre-temps, on avait entendu... Entre-temps, on avait entendu que Will Steele, finalement, avait été contacté et puis finalement était parti, conforté pour quelques heures plus tard, 2 jours plus tard, le virer le mercredi. Je veux dire, la séquence Kita Circus, elle est exceptionnelle, à montrer dans toutes les écoles. Parce qu'on nous a reproché, les médias, d'avoir écrit qu'il allait, Castro allait être conservé au moins jusqu'à Noël. Mais c'est la direction du club qui indique à l'équipe, à Presse Océan, à Ouest France, que Castro, c'est bon, oui, il va rester jusqu'à Noël. Mais et 48 heures après... Elle lui l'a pas dit à lui. Comment ? Elle lui l'a pas dit à lui. Et il l'a pas dit à Castro. Non, parce qu'il répondait pas, en l'occurrence. Au message de Luis Castro. Luis Castro essayait de contacter la direction. Il ne lui répondait pas. C'est ce que je viens de dire. Si on peut Est-ce que c'est pire que la période Domenech ? Cette séquence, elle est hallucinante pour les gens. Tu n'as même pas parlé de Ziani aussi. Il y a aussi Ziani, vrai faux coordinateur sportif, oui, non. Et comme dans les médias, tout se sait à Nantes et qu'on communique via les médias, finalement, on assiste à cette scène incroyable, Jean-Marcel, de Stéphane Ziani qui refuse un poste de coordinateur parce qu'il sent que ça pue. On va se le dire de manière triviale. Il sent qu'il n'aura pas les moyens en tous les cas pour travailler et puis les c'est ce que je voulais dire. Par contre, je trouvais que l'attelage Stéphane Ziani à Luis Castro avait du sens. On regarde l'effectif et on regarde à la fois de la connaissance des deux. Il y avait quelqu'un qui pour le coup pouvait faire autorité à la Jonelière, qui avait en tous les cas une vraie autorité aussi pour s'imposer auprès de la direction, une vraie légitimité et qui pouvait permettre. Je crois tous les deux. Pardon ? Ils avaient discuté. Ils ont discuté le lundi. Ils ont longuement échangé. Je sais qu'en plus ils s'apprécient bien en tous les cas. Puis dans les liens qu'ils avaient à la formation, ça s'est toujours bien passé. Sur la gestion des temps de jeu des jeunes, par exemple, on n'en parle pas souvent, mais c'est une vraie problématique à Nantes que lorsqu'il y a un joueur qui fait 3-4 bancs, qui ne rentre pas, forcément il risque de perdre le rythme et Luis Castro a toujours en tous les cas joué le jeu là-dessus pour remettre des joueurs dans le rythme et les remettre à la formation. Donc ça c'est bien passé. Est-ce que tu penses que ça aurait pu donner un peu plus de temps du coup à Luis Castro si Ziani avait accepté le poste ? Je pense que oui, mais pour l'accepter, ça signifiait une prise de recul de Franck Guita et forcément c'est là où on est tombé sur un os, c'est sur la guerre père-fils qu'on a raconté. Et donc, en fait, c'était irréalisable. C'était une volonté de Valdemar Kita, mais c'était pas celle de Franck. Donc, ça pouvait pas. C'est encore une conséquence de la direction bicéphale du FC Nantes, où il y a d'autres enjeux entre le père et le fils qui font capoter une solution qui te paraissait à toi. Et c'est vrai que Luis Castro, jusqu'à la conférence de presse du mercredi. Jamais il s'attend à avoir joué son dernier match contre Lens. D'ailleurs, il me pose la question. Il dit vous avez écrit que moi je vais jusqu'à Noël. Il est sincère là-dessus. Mais moi je ne le sais pas, on me l'a pas dit. Et honnêtement, 2 heures après, moi j'étais pas à la conf, mais les collègues en parlent sans doute mieux que moi. Je l'ai revu. J'ai rarement vu un entraîneur aussi digne en tous les cas dans la façon dont il a lui traversé cette séquence-là. C'est-à-dire qu'on peut pas lui reprocher sa sincérité. C'est quelqu'un de vraiment authentique. Et qui a eu le mérite aussi d'apaiser la Jonelière, parce que on a connu des entraîneurs où c'était parfois le feu dans les coulisses, le feu un peu partout. Il a eu des bonnes relations avec tout le monde, que ce soit avec le personnel et que ce soit avec les joueurs, aussi humainement avec son groupe, et que ce soit avec les liens aussi à la formation. Sauf à la fin et à la toute fin, quand il a compris qu'il avait été pris pour une truffe, où ça l'a mis passablement en colère, parce qu'il avait l'impression d'avoir été respectueux. En fait, je pense qu'il a le sentiment d'avoir été trahi par sa direction là-dessus. Et il l'a compris trop tard, malheureusement. Il l'a compris trop tard, et cette séquence est hallucinante. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les images, tu échanges, David, avec Luis Castro, alors qu'en coulisses, on manœuvre déjà, évidemment, pour le remplacer quelques heures plus tard. Mais on l'a envoyé au feu pour parler du match d'Angers 2 jours plus tard, alors qu'il ne serait pas le coach sur le banc. On s'est un peu moqué du monde.
Bah oui, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le voir en tant que responsable syndic de presse, des journalistes à Nantes, sportifs. Une fois que tu as une responsabilité quelque part. Et c'est vrai qu'il était. Moi franchement j'ai vu un coach extrêmement touché. Il était même au bord des larmes parce que il y a des choses qu'il n'a pas acceptées, qu'on a pu écrire, que certains ont pu écrire, coupé du monde, isolé. Ce qui n'était pas le cas à la Jonelière, Jean-Marcel vient de le raconter. Hein. Oui, ce qui n'était pas le cas. Il n'était pas coupé des autres salariés. C'était totalement faux. En revanche, il était coupé de sa direction qui ne lui répondait pas. Donc oui, en fait, il a eu le sentiment qu'on était en train de dépeindre le portrait de quelqu'un qui se coupait du monde, qui parlait à personne. Et il m'a dit, moi, c'est pas du tout l'éducation que m'a donné mon père. Et c'est là qu'il était, je l'ai senti très très ému quand il a pu parler de ça. Mais je pense pas qu'il se doute à ce moment-là qu'il va être viré 2 heures après lors d'une réunion avec Fonkita. Je pense où il se sent trahi en plus, c'est que j'ai jamais vu un entraîneur aussi corporate et qui a défendu le club. C'est-à-dire que défendre le club, il a jamais eu un mot à part ces dernières semaines, ou alors il nous a laissé entendre des choses, fallait lire entre les lignes sur le mercato, comment il s'était trompé, mais que ce soit, je sais pas, René Girard, Vaïd Halilhodžić. Oh là là. On a eu quand même des coachs qui mettaient le feu sur les derniers, Antoine Camboré, sur les derniers jours d'août en disant j'ai pas de joueurs et qui mettaient des mines à leur direction. Jamais il a fait ça. Même Ranieri. Jamais Ranieri, mais jamais il a fait ça et en plus il a assumé en tous les cas, je pense parfois des choix qui n'étaient pas les siens pour pas désavouer sa direction, très corporate. Et puis à valeur égale, il a toujours préféré faire jouer des jeunes pour valoriser l'effectif. Du club et donc des actifs du club. Donc là-dessus, on peut pas lui reprocher d'avoir été. Les journalistes nantais ne sont pas contre Castro comme on a pu le lire parfois. Sauf toi. Non, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout le temps. D'ailleurs, tiens, un mot sur la communication institutionnelle de la direction du FC Nantes, ce silence, l'utilisation, voire la manipulation des médias. J'ai reçu un mail de Manuel, un supporter qui était là sur un précédent podcast en live, et qui nous dit « Les fuites permanentes sont inhérentes au football professionnel. C'est vrai, les médias font leur taf, mais une institution solide doit être capable de contrebalancer par une prise de parole publique. Les Kita n'ont pas parlé du tout sur ces derniers jours, au moment où tout cela s'est passé. Une conférence d'avant-match avec un entraîneur déjà fragilisé, on l'a dit, un communiqué extrêmement laconique du club et aucune prise de parole de la direction. Résultat, ce sont les médias qui deviennent de fait le canal principal de communication du club. C'est qu'on est dans la tambouille. Malheureusement, on est pris par ces informations qui nous viennent, qui sont sourcées dans l'entourage de la direction, on est certain de ça, mais qui est incapable de s'exprimer et de représenter l'institution directement. Ouais, la seule fois où il l'a fait, c'est pour critiquer l'arbitrage Valdemar quitte à Lyon. Mais c'est vrai on aimerait l'entendre sur autre chose. Sur la façon dont il gère. Après, ils ont fait les kangourous. Donc c'est pour ça que le coach, du coup, en devient ultra exposé. C'est-à-dire qu'il est lui-même le simple. Mais ça, on l'a vu depuis plusieurs années. C'est lui, en fait, qui porte la parole officielle du club. Donc forcément, quand il est fragilisé, il est fragilisé par les résultats et sa parole devient démonétisée. Et malheureusement. Et en plus, Luis Castro. C'est vrai qu'il y avait un souci, en tous les cas, peut-être dans l'expression en français, qui lui permettait pas de dire souvent le fond de sa pensée. Qui l'a limité là-dessus et qui faisait qu'il avait une communication très, très restreinte et personne en tous les cas, parce qu'il n'y a pas de directeur sportif sur FC Nantes pour venir l'épauler là-dessus. Est-ce qu'on fait de Luis Castro un martyr du FC Nantes de ces dernières années, un martyr symbolique, ça n'est que du football évidemment, à l'image d'un Pierre Aristouille il y a quelques temps, il va laisser quelle trace? Non mais regarde en fait tu l'as dit tout à l'heure dans les sondages, Luis Castro était plutôt épargné quand même par les critiques. Il a toujours, en plus, c'est un des rares coachs qui est toujours allé voir les supporters à la fin du match, mais après les défaites, quitte à s'exposer, parce que c'est pas toujours facile à faire. Et forcément, la méthode, vous êtes tous là en face de nous, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Humainement, c'est quand même très délicat. Tu peux, Jean-Marcel l'a dit, c'est quand même quelqu'un de très droit, de quelqu'un qui est sensible, et qui est pas dans l'entourloupe. C'est difficile humainement de faire ça à quelqu'un. Il y a un côté humiliant ce qui s'est passé, je trouve. Oui, il y a un côté humiliant. Et surtout, comme disait Jean-Marcel, il a jamais critiqué la direction et derrière, il se fait dézinguer. C'est quand même très compliqué. Messieurs, il faut qu'on avance parce qu'on est bavard. Dernier mot, Jean-Marcel. Il a été, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, j'ai le sentiment, moi, qu'il a été sacrifié trop rapidement. Merci Jean-Marcel. Voilà, c'est une belle conclusion de cette partie. C'est efficace. Il faut qu'on avance, on est bavard et maintenant il y a quand même cette deuxième partie de championnat à évoquer ensemble. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Christophe Pénoignon, Ouest France. Sans contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle. Et quand personne n'a plus envie d'en rire, il y a Cantari. Mariah Carey, ouais. When you believe. Oh là là, il est trop fort. BO du Prince d'Égypte. Pour le complément d'info. Christophe, on est en public, vraiment dis pas ça. Là, on a un client avec Christophe Pénoignon, bravo. Le Prince d'Égypte. When you believe, je vous laisse traduire. Quel avenir pour ce FC Nantes en détresse peut-il se redresser? David, ça va être le sondage. Pour arracher un maintien en Ligue 1 avec Cantari. Tu couperas en montage. Hein. Comment faire? Un gros mercato? Faut-il, comme certains, espérer la Ligue 2 pour un avenir meilleur au FC Nantes? Un départ d'Equita, par exemple. C'est l'objet de notre sondage, David. Alors, pensez-vous que les Canaries vont réussir à se sauver à l'issue de la saison? 1600 votes. 1% oui, grâce à Cantari. 18% oui, grâce à un gros mercato. Donc Cantari a voté. 47% non, hélas c'est trop tard, et 34% non, je veux la Ligue 2. Donc on est sur une énorme vague de pessimisme au point que quasiment un tiers des votants, un peu plus d'un tiers même des votants, alors j'avoue, je comprends pas cette réponse. Souhaite la Ligue 2 au Football Club, parce que ce sont des gens qui sont dégoûtés, très certainement. Oui. Enfin, bon, Cantari, oui, grâce à lui, on peut se maintenir. 1% des gens. S'ils pensent que Valdemar Kita va partir parce qu'il y a la Ligue 2, non, je crois pas, moi. Mais bon. On va en dire un mot tout à l'heure. Toujours y croire, hein, mais. L'arrivée d'Ahmed Cantari d'abord. On va dire un mot des coulisses. Ça n'était pas le plan A d'Equita pour remplacer Castro. On a même entendu, David, on a récupéré cet extrait-là tout à l'heure. Will Steele évoquait le pourquoi du comment. Il le fait poliment. Il ne vient pas au FC Nantes. C'était plus un timing pour moi qui n'était pas idéal, dans le sens où je voulais prendre un staff, où je voulais prendre des personnes, et ces personnes-là sont toujours en club. Vos frères notamment. Entre autres, ouais. Et puis aussi, de façon égoïste, j'ai envie de penser à ma carrière aussi, et j'ai envie de la prochaine étape dans ma carrière, je pense qu'elle est importante, et j'ai envie de faire le bon choix avec assez de recul que pour pas me jeter dans un truc où je connais pas toutes les informations, où j'ai pas le contrôle de tout. Mais je souhaite à Nantes qui se maintienne, parce que ça reste un énorme club avec une histoire hyper riche, et jouer à la Beaujoire, c'est quelque chose. C'est tellement incroyable de jouer à la Beaujoire. Mais je viendrai pas par contre, parce que je ne maîtrise pas tout en termes d'informations de contrôle. Je veux pas nuire à ma carrière aussi, c'est pas mal aussi ça. Intéressante réponse de Will Steele quand même. Mais, la question se pose à chaque fois, de toute façon on se pose à chaque fois que assez régulièrement quand même qu'un coach saute, on se dit qui va vouloir venir dans ce merdier, et a fortiori avec une équipe comme ça, même si on te promet un immense mercato en janvier, t'es quand même avant-dernier, t'as que 11 points, t'as 4 points de retard sur le premier non relégable. C'est compliqué de vouloir y aller. Après, il y a toujours des coachs qui vont être là pour dire moi je vais réussir là où tous les autres ont échoué. Mais il n'y a pas que le bilan comptable dans ce que j'entends. Oui, t'as aussi le fonctionnement. Bien sûr. Le fonctionnement avec la direction, mais ça on l'a suffisamment dit. C'est très compliqué. T'es à la fois seul pour tout assumer, et en même temps t'as pas les mains libres pour faire ce que tu veux, et tu sais que si tu gagnes pas 3 ou 4 matchs, tu vas être en danger. Je pense quand même que la piste numéro 1 c'était Frédéric Antonetti. Oui. Ça fait un petit moment. Ils ont eu un entretien d'ailleurs avec lui il y a plusieurs années, l'Equita. C'est l'entraîneur qui les a, je crois, je suis même sûr, le plus impressionné en entretien. Il connaissait absolument tout du club. Et là, ils auraient beaucoup aimé le faire venir, mais pour raison personnelle, Frédéric Antonetti a préféré décliner la proposition du. Tu veux que je refasse Frédéric Antonetti? Vas-y, tu peux le faire. Rapidement, Pab, parce que. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Antonetti, c'est vraiment incroyable. Fermez les yeux, on dirait vraiment Frédéric Antonetti. Cette arrivée d'Ahmed Cantari, on va se demander si c'est le bon choix, puisqu'on fait avec, ça change. Il faut s'interroger sur la valeur de ce coach-là. Pour cela, David, petit coup de fil passé à Julien Dufurier. Qui est-il ? Journaliste de La Voix du Nord, suiveur depuis plusieurs années de Valenciennes, du club de Valenciennes. Et donc qui a côtoyé Cantari, l'homme et les performances de l'entraîneur. Écoutez-le. Dans ce que je l'ai vu faire à Valenciennes, c'est qu'il n'hésite pas à lancer des jeunes et à faire confiance à des jeunes. C'est ce qu'il avait fait notamment sur son premier passage la première fois qu'il a repris l'équipe. Donc ça, je trouve ça bien, et je pense que dans un club comme Nantes, même si c'est peut-être la formation est moins mise en avant maintenant qu'avant, ça peut être utile. Ses défauts, c'est que parfois j'ai pas toujours compris ses compositions d'équipe. Alors est-ce qu'il y avait de l'entêtement de sa part, est-ce que ce n'était pas que lui qui décidait de la compo, on sait jamais tout à 100%, mais parfois c'était assez illisible, et je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'emmener les joueurs. Il a une certaine légitimité quand même, il a un passé de joueur de haut niveau, donc je pense que pour les joueurs, avoir un entraîneur qui a joué en Ligue 1, qui a été international, ça pèse quand même.
Alors si vous interrogez les supporters aujourd'hui, ils vous diront que c'était pas bon parce que pour eux c'est celui avec qui l'équipe est descendue en national, c'est celui avec qui l'année dernière après mon départ ça a mal tourné. Voilà, mais bon, les supporters ont souvent la mémoire courte. La demi-finale de Coupe de France, elle est assez vite oubliée. Et c'est quelque chose qui regrettait beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'à Valenciennes, parmi les supporters, il n'a pas forcément laissé quelque chose de très bien, même si c'est vite oublié le premier sauvetage de 2023 et la demi-finale de Coupe de France. Quand on fait le bilan de l'ensemble de son œuvre, c'est mitigé. Il n'a pas réussi à relever l'équipe en 2024. Le club est descendu en national. Mais honnêtement, c'était déjà mission impossible. Bilan mitigé, nous dit Julien Dufurier. C'est son adjoint. En Coupe de France, on oublie trop vite qu'il nous a maintenu une première fois. Enfin, c'est Antoine Camboré et les mêmes initiales de toute façon. Est-ce que vous avez bossé un petit peu les copains sur le profil d'Ahmed Kantari, sur ce qu'il a pu faire à Valenciennes? Christophe, ouais, a priori. Oui, en tout cas, j'ai pu discuter avec certains joueurs, notamment des jeunes, des moins jeunes. En tout cas, les jeunes étaient, en grande majorité, ils sont séduits par Ahmed Kantari, ce côté meneur d'hommes. Il me disait que voilà, il jouait plutôt en 4-4-2. En tout cas, c'est le schéma préférentiel. En tout cas, le schéma qu'il a. C'est ce qu'il a fait qu'on a vu à Angers, qui n'a pas bien marché pour le coup. Il y avait l'impression il n'y avait pas de structure. Mais en tout cas, c'est le schéma qu'il préfère. Et non, les jeunes, en tout cas, disaient que il savait parler aux jeunes, d'ailleurs il s'est beaucoup appuyé sur les jeunes pour maintenir VA en Ligue 2 la première année, dans son premier passage en 2013. Et en deuxième année, il avait un effectif qu'il avait un peu moins choisi, avec d'ailleurs qui fait penser à bien des égards à celui du FC Nantes, avec un vestiaire très internationalisé et de faire des discours en anglais, en français. Donc voilà, mais en tout cas, la grande majorité des joueurs étaient séduits par le coach. Moi, je trouve qu'il s'habille comme Habib Bey. Donc, j'ai pas du tout de témoignage, mais je trouve que c'est Habib Bey. On est sur une belle qualité d'analyse. Oui, c'est la mienne. Et je trouve dans sa zone technique, main dans les poches, ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Quoi. Il sauve le club en 2023 et non 2013. En 2023, il reste 8 matchs quand il prend l'équipe. Donc là, il reste en Ligue 2. Et après, il reprend l'équipe en 2024. Mais Valenciennes a 9 points de retard. Oui. Sur le donc premier non relégable, c'était quasiment mission impossible. Et effectivement, et c'est là où il va quand même en demi-finale contre Lyon de Coupe de France. Voilà. Mais ça doit pas être la bonne année parce qu'il arrive l'hiver dernier à Nantes. 2006, mais si c'est 2020. Il arrête en décembre 2024 et effectivement il reprend l'équipe début 2023. Donc c'est sans contrôle, le podcast 100% Valenciennes. Ouais, on va parler un peu de Valenciennes. Je sais que vous êtes très impatient. C'est pas un bon souvenir. Hein. Ouais, merci. Ah oui, le Marseillais qui parle de Valenciennes. Ouais. Merci Jean-Marcel, on a la référence. Avant de savoir ce que Jean-Marcel en pense, parce que je vous sais tous très impatients de son analyse, on va écouter Anthony Lopez après le match à Angers. Qui est fan, il était fan avant lui. Sur le choix de Kantari. C'est un choix qui a été fait. Voilà, moi, le coach Kantari, je le connais des 6 derniers mois quand je suis arrivé. Moi aussi en même temps, on arrive en même temps. On se connaît. Il connaît pas mal le groupe. Il connaît pas mal les failles aussi du groupe. Il connaît pas mal les avantages et les forces de ce groupe, parce qu'il y en a malgré ce qu'on peut dire. On est, Jean-Marcel, sur... Attendez, Jean-Marcel reçoit sa bière. On va faire une petite pause. Voilà. Ça devait être discret. C'est une bière sans alcool, pour ceux qui nous écoutent, évidemment. On va le regarder boire. Jean-Marcel, si on se recentre un peu sur Ahmed Kantari. Ahmed Kantari connaissait le groupe, nous dit Anthony Lopez. Est-ce que c'est un atout dans l'arrivée de ce coach en cours de saison? Plus tant de monde que ça, une partie, parce que la plupart des cadres sont effectivement partis. Mais les cadres avaient déjà milité pour lui, pour la succession d'Antoine Camboré. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un podcast, il y a un changement de coach. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est vrai. Il faudra qu'on fasse gaffe. On vous donnera la prochaine date. C'est en mars, il me semble. C'est probablement au printemps. Et voilà, donc il avait en tous les cas sur les joueurs influents, il était demandé, mais à l'époque il était numéro 2, pas numéro 1, c'est un peu différent. Après, moi j'ai pas d'avis sur le bonhomme. Ce qui m'a un peu surpris quand même, on en parlera plus tard en décryptant le match d'Angers, c'est que en tous les cas il m'a pas rassuré sur ce qu'il a fait à Angers. Eh ben on y va, allons-y. Sur ce match d'Angers, les premiers choix de Kantari, dans ce contexte hallucinant quand même, d'un entraîneur avant un match décisif face à un adversaire pour le maintien. Les deux clubs sont a priori à ce moment-là encore dans la course et à la lutte l'un face à l'autre. Angers a 8 points d'avance, tu peux revenir à 5 points d'Angers si tu gagnes face à cette équipe du SCO. Il arrive à 24 heures, premier entraînement à 24 heures du match, et ses premiers choix, il casse tout.
il part en 4-4-2, il fait des paris sur des joueurs, retour de Santonge, retour de Benatab, retour de Mohamed. Vas-y, non, parce que je te revois à Angers avant le match me dire c'est osé les choix, Benatab pourquoi pas, Santonge. Non, t'exagères. Non, mais là t'assumes pas du tout ce que tu m'as dit avant le match pourquoi d'Angers. pas non, mais le reste oui. Bah si, tu m'as dit franchement il tente des trucs, c'est bien, ça change de Castro, il faisait toujours la même chose. Non, mais ce qui est terrible, ça fonctionne ça, David. Non mais je l'ai le clin d'œil. Ça fonctionne ça, David, avec un entraîneur. Juste non, je dois répondre pas parce que je suis. Ça fonctionne pour moi. Cet électrochoc avec un entraîneur qui a le temps de mettre des choses en place. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand tu analyses ce match, il n'y a pas eu de semaine de préparation en 4-4-2, des joueurs qui sont relancés, qui sont à court de compétition. Il y a énormément de raisons qui explique cette large défaite. Non, mais elle est symbolique aussi du choix de la direction, puisqu'on l'a expliqué, ils sont nostalgiques d'Antoine Camboiré, et on l'a dit au précédent podcast, on le redirait. Là, il faut un meneur d'hommes. Donc à partir du moment où on met un meneur d'hommes, il n'y a pas besoin de s'entraîner, il n'y a pas besoin de répéter des schémas, il n'y a pas besoin de travailler à l'entraînement. On y va, c'est la guerre. On y va, montrez-vous, soyez déterminés, puis ça va le faire. Bah non, ça le fait pas trop, et on l'a vu contre Angers, justement. Moi, j'ai trouvé une belle équipe d'Angers, structuré, qu'un vrai jeu collectif avec une maîtrise technique où j'ai été vraiment impressionné par la façon dont tenu le ballon, avec un engagement sans faille, une vraie détermination. J'ai trouvé au-dessus de tout, quoi. Même quand Nantes a réussi à un peu exister en première mi-temps, la seule période où ils ont existé, ils étaient en dessous dans ces niveaux-là, avec des joueurs qui ne sont pas rompus à la Ligue 1. Et qui ont des petits salaires, puisqu'on parlait des salaires tout à l'heure. Mais il y a une confiance collective, il y a une dynamique aussi de résultats. Il y a une confiance collective, Moi, où il m'a fait peur, c'est que il a tout cassé ce qu'il y avait depuis 5 mois. Or, c'est un groupe dont on dit qu'il est actuellement un peu fragilisé, qu'il est jeune et donc un peu sensible à l'environnement. Et là, tu casses tout, tu lui enlèves tous les repères, toutes les certitudes qu'il pouvait avoir, et tu repars à zéro comme ça, sans lien, sans structure. Et quand vous revoyez les buts, en fait, ils viennent tous d'une absence de positionnement, des problèmes de positionnement, des problèmes de gestion de l'espace, donc c'était pas étonnant en fait. Et c'est un premier échec du discours mobilisateur, parce qu'on a eu les mêmes échos, Christophe, de sa propension à être très bon dans les causeries, à être capable d'emmener une équipe, de motiver une équipe. Il aurait pu soit reconduire le système Louis Castro, le 4-3-3, en changeant peut-être éventuellement un ou deux éléments, mais pas cela, parce que même Machado n'a pas joué à son poste. Enfin, c'est un joueur qui est connu, qui a besoin d'espace, de prendre les couloirs. On le fait jouer milieu gauche où il doit se détourner sur pression. À la rigueur, il aurait pu jouer tactique de ce match. Il y avait rien, il y y avait absolument rien. Mais c'est ses choix. T'avais une équipe qui était larguée. Oui, c'est ses choix. C'est ses choix, mais t'as aussi une équipe qui était au fond du saut. C'est le résultat de ses choix. Après, on a compris, une équipe, tu la mets. C'est ses choix. Enfin, je suis désolé, l'entraîneur, il est responsable aussi de la mettre dans les meilleures conditions possibles. On peut renommer le podcast de Jean-Marcel si tu veux. Laissez la parole tourner, monsieur Boudard. C'est pas sérieux. Je vous écoute. C'est pas sérieux. Et donc, vous avez fait le kangourou, un coup c'est oui, un coup c'est non. Attendez, je l'ai, mais ça vient pas tout de suite. Mais le kangourou, je l'ai. On va se faire un petit plaisir. On est ensemble. C'est parti, le kangourou. Il fait kangourou, une fois oui, une fois non. Allez, c'est à toi, Pape. Donc, c'est de la faute des joueurs. Non, pour moi c'est la faute de que tu l'as dit, et là je suis d'accord avec toi. La direction a tout foutu par terre, et en fait le peu que tu avais de cohérence que tu avais montré à Lyon, et notamment face à Lens, même si c'était quand même le leader du championnat. Tu lui as fait faire l'équipe, j'espère. Tu me laisses parler 2 secondes. Bon, bah voilà. Tu me laisses parler 2 secondes. Et on sait, il est arrivé, il a eu un entraînement, il a dit, il a pris les revanchards, il a dit les gars, on va à la guerre. C'est un match comme ça, il a joué sur l'énergie et sur une équipe qui est à la rue. Qu'est-ce que tu veux? Mais je te dis pas que je cautionne. Mais c'est pour ça qu'avec le recul, il a relancé Santonge qui avait 24 minutes de jeu dans les jambes, qui était le meilleur. Il a relancé Benatab qui était catastrophique. T'as Machado qui est pas à son poste, qui a été en grande difficulté. T'as une équipe qui était incapable de jouer ensemble. Tu n'as pas eu deux passes normales. Pourquoi elle n'était pas capable de jouer ensemble? Parce qu'elle est traumatisée. Ils ont dit, les joueurs, ils ont dit on est humain. Mais t'as vu la semaine qu'ils ont passée? À Lens, cette équipe-là, elle était traumatisée. Oui, mais elle était plus cohérente parce qu'elle avait des repères. Ah, elle avait des repères. Mais oui, mais c'est ce que je dis, mais je dis pas l'inverse. Et donc qui a enlevé ces repères-là? Ahmed Kantari. Donc dans ses premiers choix, t'as aussi la direction qui a décidé. Mais c'est pas la direction qui a fait l'équipe, pas la direction qui a fait l'équipe. Mais ton équipe, elle est larguée, ton équipe.
Quand tu arrives avec très peu de temps, il a une séance d'entraînement. Eh bien justement, messieurs, ils sont partis au vert du côté de je sais pas d'où là. Ils sont partis le jeudi soir. Et voilà, il a tenté des coups. Il connaissait Benatab. Tu relances sur l'énergie. Benatab, il doit pas bien le connaître. Il a tenté des coups. Mais Benatab, il est à la cave là-haut et en bas depuis quelques semaines. Choix, finalement. Regarde, c'est rivalisé de Santons et ça a été le meilleur. Je vais commencer en disant, évidemment, il faut laisser sa chance et on va attendre les prochains choix tactiques pour les discuter et tout. Bon, on commence par ça. Mais en tout cas, ces premières décisions-là, elles m'ont donné l'impression, et je prends des pincettes, que c'est un peu Boulard. J'arrive, vous allez voir, pam pam. C'est pas Boulard, c'est tenter quelque chose. Il a dit, je suis pragmatique. Ah bah vachement. Bah oui, il a tenté quelque chose. Il a fait une séance d'entraînement. Jean-Marcel, arrête de commenter tout ce qu'on dit en disant vachement machin, ça sert à rien. Je vois pas en quoi c'est Boulard, Simon, de tenter des coups. Franchement, sur cette équipe qui avait quelques certitudes quand même, tu peux faire quelques ajustements en disant moi je vais me glisser dans les chaussons, montrez-moi ce que vous savez faire et je vais faire mes changements. En 24 heures j'arrive, je change le système, je mets des joueurs qui sont à la cave dans l'esprit du groupe. On les a vus. Installés comme Amiens, ils se retrouvent à gauche. Donc effectivement, moi je suis d'accord, c'était trop d'un coup. C'était trop d'un coup, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas pour ça qu'il a de Boulard. Je suis d'accord. Non mais si je suis d'accord. J'ai pas dit ça, David. J'ai dit avec des pincettes. C'était un peu. Vous allez voir avec moi. Je suis d'accord avec Simon. Je ne vais pas dire ce qu'il a de Boulard, mais en tous les cas, c'est un manque d'humilité ce qu'il a fait, parce que croire. Ce qui revient au même. Ça revient au même. Bah ouais, c'est dit avec plus d'élégance. C'est dit comme c'est Jean-Marcel qui le dit. Comme je suis censé avoir des rapports avec lui après, des bons rapports. J'ai pas dit qu'il avait le Boulard, Ahmed. Si tu nous écoutes, y a pas de problème. Non, moi je trouve que c'est un manque d'humilité parce que croire justement qu'en une séance et en changeant tout le système et en plus les joueurs et en disant juste on va à la guerre ensemble, on va y arriver contre Angers qui est en pleine bourre, je veux dire c'est un manque d'humilité. Il fallait. Vous parliez de coach pragmatique. Un coach pragmatique, il voit une équipe qui, si elle est traumatisée, il la laisse dans ses repères, il change un ou deux et il joue tout sur le discours et sur l'énergie. Mais il la laisse travailler et éventuellement il change des intentions de jeu, plus un jeu en transition, mais il la laisse quadriller l'espace. C'est ce qu'elle fait. Et puis s'il aligne à 4-3-3, c'est ce qu'ils ont voulu faire. S'il aligne à 4-3-3 et que Nantes perd de la même façon, on dit ça aurait été bien de provoquer un truc. David, on va pas faire de la prospective. On a vu ce qu'on a vu. Un manque d'expérience, plus qu'un manque d'humilité, je pense, parce que c'est le premier match de Ligue 1 qui l'entraîne, Ahmed Kantari. En tant que numéro 1, oui. Voilà, en tant que numéro 1, donc ça reste un jeune coach et je pense qu'il a fait une erreur de jeune coach. C'est un pari perdu. Effectivement. C'est un pari perdu et j'ai commencé en disant on attendra de voir ses prochains choix tactiques, etc. pour analyser, être certain de ce qu'on dit à son sujet. Le cas de Benatab est intéressant. C'est un joueur qui était à la cave sous Luis Castro. Alors Luis Castro l'a lancé. C'est un joueur à qui on reproche son implication. Nous, on reste sur un peu l'image du joueur frisson qu'on a vu en début de l'été avec plein d'espoir. Bah oui. Mais en tous les cas, depuis, il fait rien. Anthony Lopez qui se plaignait des joueurs pas impliqués dans l'engagement. À l'entraînement. S'il y en a un, oui, justement, s'il y en a un à l'entraînement, en tous les cas, s'il a perdu sa place sous Luis Castro, c'est qu'il y a bien une raison et que c'est un joueur qui est fragile mentalement. Donc le relancer, le mettre titulaire sur un match comme ça contre Angers, je trouve que je vais pas dire suicidaire, mais en tous les cas, c'est un pari plus que risqué et osé. C'est osé du point de vue du groupe sportif, par exemple. Au sein du club, oui, et en plus vis-à-vis du reste du groupe. David, tu voulais ajouter quelque chose? On avance sur Ahmed Kantari. Est-ce qu'il peut... Je pense aux gens qui vont écouter, mais tu dézingues tout le monde. Et puis il boit, puis il dézingue. Et là, regardez, il a jamais été aussi heureux. Alors, parce qu'il faut le côtoyer au quotidien, le gars. Le quotidien, il passe son temps à dire ça me casse les couilles. Il fait la tronche, le mec, il est au podcast, il dézingue tout le monde et il est heureux. On enregistre à midi habituellement, là on est à 18h, on est bien, c'est bon horaire. Et je rappelle que c'est de la bière sans alcool pour ceux qui nous écoutent et notamment l'Arcom qu'on salue. On va s'intéresser à la possibilité du FC Nantes de survivre avec Ahmed Kantari. Pour se sauver, le FC Nantes va se préparer un mercato XXL. Est-ce que ça peut suffire ou pas? Écoutez à nouveau le capitaine désormais, Anthony Lopez. On lui pose la question de savoir si les Canaries filent vers la Ligue 2. Si on continue comme ça, oui, bien sûr. Nos concurrents, ils ont pas mal de points d'avance sur nous, mais dans le football, tout peut arriver. Je l'ai connu il y a 2 ans en arrière. Je sais que dans le football, tout peut arriver à partir du moment où on met les ingrédients et l'énergie nécessaire pour inverser la tendance, tout simplement. Quels sont les motifs d'espoir? Les motifs d'espoir, on va déjà besoin d'avoir du monde. Voilà, on va pas se le cacher, on se le dit, et c'est la vérité. Je vous cache pas, vous savez peut-être mieux que moi, mais déjà on
sait qu'on va devoir faire un gros mercato au mois de janvier. Mais cette trêve, il va falloir se laver la tête, se ressourcer en famille et repartir puis au plancher. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Oui, il va falloir se laver la tête. Philippe Audouin, hein. Quels Oui. sont les motifs d'espoir Qu'on salue. Ouais. Notre excellent confrère d'RTL. Philippe, qui demande des motifs d'espoir. Bon, on va parler des noms, des joueurs prospectés, ceux qui arriveront peut-être ce mercato XXL. Mais avant cela, est-ce que ça vous paraît envisageable de redresser la barre, de prendre 22 points en deuxième partie de saison, si on estime qu'il en faut 33 ? Peut-être en faudra-t-il moins, parce que les équipes lambinent un peu cette saison en Ligue 1. C'est Cantari, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. De prendre le double. Il a dit sur la deuxième partie de saison dernière, on a pris 22 points. Donc c'est ce qu'Angers a fait. C'est ce qu'ils espèrent faire. C'est ce qu'Angers a fait sur la première partie de saison, 22 points. Ils ont pas fait ils ont fait pour eux, pour cette équipe, c'est vraiment très bien, mais c'est pas non plus truc de dingue. Oui, mais t'as une vraie équipe à Angers. On l'a dit depuis tout à l'heure, et on s'est écharpé sur l'arrivée de Cantari à Angers. Le problème, c'est que t'avais déjà une équipe qui tournait très très moyennement et qui avait un tout petit peu de base mais qui n'arrivait pas vraiment à pratiquer son football, et là tu changes du tout au tout. Tu vas pas dire que Cantari il va se mettre dans les pantoufles de Castro, c'est une autre méthode complètement, et tu vas changer encore de joueurs, donc en espérant que ça va te sauver quelque chose, mais il faut que tu gagnes des matchs en fait. Enfin, il faut que tu recrées une équipe, et quand Anthony Lopez dit il faut se laver la tête, ça on l'entend à chaque réveillon, il va vraiment passer du temps à se laver la tête à Noël, là, ça va nous faire du bien à tous. Tous, mais c'est comme ça tous les ans, les gars. C'est pour ça qu'on fait les podcasts, quoi. David Philippot, on dit, mais plutôt la tête à l'envers. Oui, c'est ce que j'aime dire. Christophe de Nantes nous dit sur X, des gros mercatos, ça n'existe pas, je pense, l'hiver. Aucun joueur digne de figurer ou figurant en Ligue 1 va aller jouer dans un club relégable comme Nantes. Seuls ceux qui ne jouent plus à court de compétition peuvent éventuellement venir. Dans tous les cas, c'est une loterie, et en tirage en ce moment, on n'a pas trop de bol. Est-ce que ce mercato XXL, avec les premiers noms donc, qui sont sortis, comme Rémi Cabella, Christophe, te paraissent suffisants pour inverser la tendance? Nouveau coach, nouveau joueur. J'avoue que je sais pas, enfin on verra, il faut quand même gagner le double de points que lors de la première partie de saison. En plus, tu vas aller à Metz, à Auxerre, à Lorient, donc ça paraît quand même compliqué. Et puis quand il s'agit des noms, Rémi Cabella à la fin de Lille, alors ça reste un très bon joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1, 330 matchs. Il joue pas à l'Olympiakos. Mais là il est en échec, il est en situation d'échec à l'Olympiakos, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont en situation d'échec ou blessés. On s'amusait à faire le tour avec David des potentiels recrues. La plupart sont en situation d'échec ou blessés. On parlait de Florian Sotoka aussi. Il ne joue pas à Lens. C'est un bon joueur au demeurant. Mais... Et c'est quoi, c'est 2 buts la saison dernière ou 1 but en 30 matchs? Non, c'est un joueur pour accompagner devant, très clairement. Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est rare. C'est souvent un mercato d'ajustement, le mercato de janvier. Mais c'est pas là où tu peux vraiment trouver des renforts, parce que Christophe l'a dit, souvent des joueurs qui sont en échec ou qui sortent d'une blessure. Donc Cabella, il a quand même très très peu de matchs sur cette première partie de saison. 35 ans, donc c'est forcément compliqué. Alors vu les noms que j'entends, il n'y a pas que des joueurs. Tout le monde me dit mais il va y avoir que ça va être la maison de retraite. Non, il n'y a pas que des joueurs de 35 ans qui sont ciblés par le FC Nantes. Je sais que le club galère pour trouver notamment défense centrale. Ouais. C'est très très compliqué de trouver à ce poste, sachant qu'à Ouézième, non, pas Palois, c'est bon. Sachant qu'Awaziem est parti à la Coupe d'Afrique des Nations en plus. Donc il faut de manière urgente un défenseur central pour le FC Nantes. Je sais que les supporters, nos auditeurs sont friands d'infos pures et dures, donc on va juste s'arrêter là-dessus. Sotoka, c'est plutôt non. On est tous là-dessus. C'est non. Voilà. C'est non. Cabella, en revanche, c'est plutôt oui. Il va venir. Oui. Il devrait venir. À quelle échéance? Au 1er janvier, il est là. De toute façon, il ne peut pas signer. Vous avez vu sa story Instagram du jour à Cabella ou pas? Non. T'as une sorte de chevalier tout seul avec son épée face à une armée, et en gros il dit et pourquoi pas un immense défi. Là je me suis dit c'est bon, il y a un Nantes. Ah ouais, ça c'est vrai que je pense qu'il a pas une épée, c'est un couteau et puis autre chose. Le club cherche à faire 4 à 5 recrues. Machado est arrivé, il cherche au moins un défenseur central. Donc il y aura Cabella au milieu, ils vont sans doute prendre un autre milieu de terrain et peut-être 1 ou 2 attaquants, plutôt un ailier. Voilà. Pour pallier à la déficience de Lado, de Hong, certains vont être amenés à quitter le club. Il va y avoir des contrats qui pourraient être cassés, on pense forcément à Camara et à Hong.
On n'a pas d'autres noms de profils de joueurs qui sont en discussion, négociation pour l'instant avec le FC Nantes. On lira ça dans nos médias différents. On en parlera plus tard. Et on répète, on en a parlé tout à l'heure. La direction est prête à mettre 150, 200 000 euros, même un peu plus s'il faut par mois pour recruter des joueurs. Question bonus. Selon vous, Cantari finira-t-il la saison ? Et ça, c'est une question que j'adresse à Jean-Marcel parce qu'on a regardé le calendrier On a regardé ensemble, je m'inclus Jean-Marcel, le calendrier du mois de janvier du FC Nantes. Est-ce que tu peux nous le rappeler ? Ils vont en déplacement. Rémi Cabella pourrait faire ses débuts à Marseille devant Jules, son pote. Et devant nous, Jules, pardon. C'est pas Jules, Jules c'est la marque de fringues. Et devant nous, Jean-Marcel. Devant nous, Jules. Mais en fait, donc, théoriquement, c'est quand même un match au Vélodrome qui sera un peu compliqué à négocier. Et ensuite, ils reçoivent 2 fois le PFC et Nice avant d'aller à Lorient. Vu qu'il a perdu son premier match lourdement 4-1, il a quand même déjà pas trop le droit à l'erreur, puisque, si on se rappelle, le précédent Raymond Domenech qui a été dégagé au bout de 7 matchs en victoire, sur une saison à 38 journées, là il y en a 34. Il aura fait 5 matchs à Lorient. Donc tu appliques la décote. J'applique la décote. Il a intérêt d'avoir pris au moins 6 points, je pense, jusqu'à Lorient. Sur ces 2 matchs à domicile, on le répète, Nice, PFC et le déplacement à Lorient. Ouais. Et puis à Marseille, peut-être une victoire nantaise. Ce que je souhaite pas trop, mais bon. Messieurs, sur ce calendrier, c'est cette question un peu provocatrice. De toute façon, le calendrier, Simon, n'importe quelle équipe que tu joues, c'est compliqué. Tu dis Marseille, c'est hyper compliqué parce que c'est Marseille, mais PFC, Lorient, même Nice, typiquement Nice, tu dis c'est l'équipe à prendre aujourd'hui, elle est en crise, elle est sur quoi, 9-10 matchs, 10 défaites de suite. Mais tu dis que tu es capable de perdre contre eux, et après, si tu perds contre eux, tu vas te mettre encore plus à l'envers. Pourquoi je suis inquiet jusqu'ici, on pouvait avoir un même coach, mais avec des renforts, des ajustements, et il y avait quelque chose d'à peu près logique. On nous a quand même vendu un projet il y a 6 mois de jeu, tourné vers le jeu, tourné vers le collectif, la formation, tout ça. Et là, on a le sentiment, en tous les cas, que la direction, elle a fait all-in, quoi. Donc, je trouve que elle a déjà pris beaucoup de risques cet été. Oui. Je trouve qu'elle en prend de manière, sans se rendre compte, je sais pas, mais ça me paraît encore démesuré de se dire, en 15 jours, on a un nouvel entraîneur, donc c'est la première expérience en Ligue 1, qui va prendre un effectif traumatisé, qui va tout changer et qui va intégrer des nouvelles recrues. Et on va être super opérationnel en janvier parce qu'on est des guerriers et on va gagner, on va prendre des points. Et faire équipe. Je suis un peu sceptique. Faire équipe, parce que ça reste un jeu collectif. C'est ce qu'on n'a surtout pas vu à Angers. C'est ce qu'on n'a pas vu à Angers. On n'a pas vu une équipe. On a vu des joueurs qui ont baissé la tête, surtout en fin de match. On a vu une équipe à Angers et une équipe qui était complètement larguée, qui ne savait pas quoi faire. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que Ahmed Cantari, c'était l'adjoint d'Antoine Comboiré quand même. Oui, donc il y a la touch Comboiré qui revient. De toute façon, on a passé cette partie-là, mais j'avais des sons de Comboiré après match qui nous disaient d'abord l'impact, d'abord les duels, et on parlera d'utilisation du ballon dans un second temps. On a vu Cantari qu'une seule fois après le match à Angers, quand on lui dit le bilan du match, il dit moi ce qui m'embête le plus c'est l'impact physique, c'est les duels, on n'y était pas. Or c'est clair qu'il n'y était pas du tout. C'est vrai. Du tout. Mais ça après, pas à jouer au foot à Nantes. Pour remporter des duels aussi, il faut être bien positionné et il faut être lancé en mobilité dans l'engagement. Donc, oui, mais c'est tout ce que tu n'avais pas, mais il faut être une équipe. Mais si on va passer à la troisième partie, aux questions au public, parce que peut-être que certains d'entre vous, c'est quand même plus d'un tiers des gens qui souhaitent la Ligue 2 pour le FC Nantes, vont échanger avec nous sur ce sujet-là. Et cette question, si le FC Nantes descend, l'Equita peuvent-ils jeter l'éponge ? Je suppose que c'est cette logique du pire qui opère dans ces réponses-là, ou du désespoir, je ne sais pas. Avant cela, pour terminer, un mot quand même sur un match de Coupe de France à Concarneau, c'est ce week-end. Jean-Marcel, tu auras le bonheur d'y être. Est-ce que tu peux nous raconter l'enjeu de cette rencontre pour les Nantais ? Je pense que c'est de ne pas tomber plus bas qu'ils ne le sont, et puis de commencer à laisser, en tout cas entrevoir apparaître un mieux collectivement et dans l'état d'esprit. Parce que là, s'ils perdaient à Concarneau, ça commence à devenir compliqué quand même à force de subir des humiliations. Ouais, après moi j'ai une question sur cette coupe. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'aller loin quand même dans cette coupe, sachant que tu as un maintien énorme à aller chercher. Mais on parlait de Cantari. Mais on parlait de Cantari qui fait demi-finale. On parlait avec Castro, Dunkerque l'année dernière qui fait demi-finale de Coupe de France. Je pense qu'il loupe la montée parce qu'il perd énormément d'influx. Et à Nantes, surtout ici, il y a quand même eu 2 finales il n'y a pas si longtemps. Si tu commences à faire un parcours, je ne dis pas qu'évidemment il faut perdre, il faut jouer cette coupe à fond et respecter la compétition.
Mais si tu vas loin, ça peut être un. On a encore un peu de marge. Je pense que t'es à l'abri, ça peut quand même être un problème. T'as peur de la Stade de Reims. Tiens, en fait, il y a des victoires qui rapportent plus que d'autres et des défaites qui pèsent plus lourd. Et je pense que dans le contexte actuel, on s'est fait la réflexion avec Simon, on se rappelle le match de Lens où le FC Nantes perd 2-1. Où il y a les joueurs se font applaudir par la Brigade Loire et il y a un discours de la BL qui dira on sera toujours avec vous parce qu'il y a un soutien au-delà du soutien à Luis Castro, c'est un soutien au projet. Une semaine plus tard, il y a le 4-1 après la semaine qu'on a traversée et là lorsque les joueurs vont en tous les cas saluer le parquage, on sent qu'il y a une vraie hostilité, il y a de la défiance et je pense qu'une défaite à Concarneau ça ajouterait un peu de souffle sur les braises et je pense qu'Ahmed Kantari se mettrait en tous les cas en grande difficulté. Jocelyn Gourvenec l'a vécu pour d'autres raisons lorsqu'il est arrivé, avoir un contexte un peu hostile envers lui et si Ahmed Kantari incarne un peu la direction et il y a un changement de projet trop fort sans avoir des résultats immédiats, je pense que ça peut être compliqué pour lui. Donc il y a un enjeu dans les coulisses aussi sur cette rencontre à Concarneau du week-end en Coupe de France pour les Canaries. On passe messieurs aux échanges avec les supporters du FC Nantes, les courageux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Christophe Pénoignon, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et pour prendre le micro, vous faites un petit signe à Zeb, mon copain d'It West qui est là. Le premier, c'est toi. Tu peux donner ton prénom et ta question. On est parti. Okay. Bonjour, Sébastien. J'avais une question par rapport à la dynamique de la saison. Je trouve qu'il y a une cassure un peu inexpliquée sportivement après le match du Paris FC, où je trouve que c'est le match qui a été à peu près le plus cohérent depuis le début de la saison, match de préparation inclus, et je comprends pas pourquoi, à partir de là, tout s'est effondré dans le jeu. Et il y avait des absents pourtant face au Paris FC, parce que Coquelin n'était pas là, Leroux jouait c'est sûr à gauche, mais il y avait à peu près la même équipe qui a suivi dans les semaines après. Le Penant n'était pas là non plus à Paris. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que vous savez, ce que vous avez vu, comment vous l'expliquez cette dynamique. Et puis juste une petite parenthèse, je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent que le club aille en Ligue 2 parce que je pense que c'est le pire des scénarios qui peut arriver. C'était très difficile ces 20 dernières années, mais là je pense que ça le serait encore plus dans le contexte actuel et c'est pas très intelligent de raisonner de cette façon-là. Pour moi, le Paris FC, le truc, c'est que à Nantes, t'as quand même, surtout sur un peu le début de saison, quand tu gagnes un match à Nantes, ça arrive pas si souvent que ça, et du coup, t'as une sorte d'enflammade pour moi un peu. Je me souviens que le match après à la Beaujoire, alors je ne sais plus c'est Monaco. Ouais, c'est Monaco, t'as le 5-3. Et en fait, t'es à la Beaujoire derrière, et tu te dis, oh, on a fait un résultat, et tu vois même au club, en conférence de presse, après nous le peu qu'on voit à la Jonelière, tu vois que tout le monde est content et que tu as un truc, en plus tu avais le scénario, le but d'Ablin, on a tous parlé du but extraordinaire d'Ablin, tu avais été solide derrière, alors que finalement si tu regardes le match il n'était pas si extraordinaire que ça, mais tu as gagné un match et tu avais l'impression de lancer un truc, et en fait derrière tu as Monaco avec le 5-3 où là t'as encore foot champagne, c'est génial, on marque des buts, il y a du spectacle, la Beaujoire qui s'est en fusion dans ces situations là, et derrière t'as l'enchaînement Cata, Lorient, Metz, où en fait t'y arrives plus, et là du coup c'est la claque totale en fait. Pour moi c'est que t'as une enflammade quand tu gagnes un match. Non, pour moi c'est pas une enflammade, c'est un problème de rotation que t'as eu sur cette semaine là et de la gestion de la semaine à 3 matchs avec très peu de changements, on l'avait dit à l'époque, mais je pense que s'il y avait un match à bazarder, c'était le match à la Beaujoire, entre guillemets, contre Monaco. Il y avait un match à jouer, le match le plus important, c'était Metz. Et je pense que l'erreur de Luis Castro, alors c'est à partir de ce moment-là où on a pointé la justesse de l'effectif et l'absence de rotation, mais je pense que l'erreur qu'il a dû faire, c'est de reconduire le même 11 quasiment de départ sur ces 3 matchs-là. Et forcément, on a eu une équipe qui est arrivée contre Metz en tirant la langue, qui avait plus de jus, plus d'énergie, et qui avait le trouillomètre aussi à 0. Alors lui, il a expliqué aussi que il imaginait qu'une défaite, admettons dans les grandes largeurs contre Monaco, allait affaiblir son équipe psychologiquement et qu'il voulait arriver contre Metz. Tout se justifie, mais en tous les cas, il a perdu. Metz gagnait pas. Metz avait gagné son premier match contre Lens et arrivé à la Beaujoire dans un état catastrophique. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était le match le plus cohérent du FC Nantes, le match au PFC. J'ai trouvé par exemple que le match à Strasbourg, j'ai vu une équipe, surtout la deuxième période, il me semble, j'ai trouvé un FC Nantes plus consistant que sur le PFC où finalement Nantes gagne grâce à un exploit personnel de Mathis Ablin, superbe reprise de volée. On a une autre question.
dans le public. Oui, bonsoir tout le monde. Salut. Déjà en préambule, je voulais savoir si vous aviez une idée de la durée de vie de Cantari, puisque cet après-midi, j'ai croisé Michel Darzacarian dans le centre-ville. Comment il va, Michel ? Bah écoutez, il avait l'air d'aller plutôt bien, mais... Voilà, en tout cas, il est là, il est dans le coin. Et plus sérieusement, je voulais savoir s'il y avait quelque chose en place au club qui s'occupe de la santé mentale, ou en tout cas s'il y avait un coach mental au sein du club, puisque à voir les matchs du FC Nantes, on a vraiment l'impression qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est mis en place dans plein de clubs, notamment les gros clubs européens, donc savoir s'il y avait quelque chose à ce niveau-là chez nous. Il y a eu une psy jusqu'à encore 2-3 ans là, quand il y a, c'était l'époque Coupe de France, là, Coupe d'Europe, les joueurs pouvaient aller voir une psy, et si je me trompe pas, elle a sauté pour des questions budgétaires. Non, elle est partie en dépression, Pab. Ouais, elle est partie en dépression. comme tout le monde. Et donc non, c'est un poste qui a été coupé. Ah, c'est une question très intéressante parce que, comme tu l'as dit, c'est les grands clubs européens qui l'ont. Et on a un retard énorme en France, je trouve, sur cette question-là, à part quelques clubs qui sont très investis sur les notions de performance, je pense à Monaco notamment. Mais par exemple, moi qui suis l'équipe de France, un peu moins en ce moment. Oh là là. Non, mais là, il y a Boulard ou pas? Oui, là, il y a Boulard. Non. En fait, il y a un débat permanent où le staff de Didier Deschamps est très réduit et n'intègre pas de coach ou de préparateur mental. Et on sait que dans un tas d'équipes, aujourd'hui, c'est quasiment indispensable pour un packager, notamment dans l'accompagnement. Et c'est pas qu'un problème nantais. Même si à Nantes, je pense pas que ce soit une volonté du club. Et est-ce que tu as un accompagnement à Ouest France pour gérer un peu ta colère, tes relations avec tes confrères avec qui tu es censé bien t'entendre normalement? Je la gère moi-même. Après, ils peuvent demander ton rapport à la hiérarchique avec tes subordonnés que tu maltraites. Ou des messages que tu peux recevoir un peu parfois de personnes extérieures. Vous avez des procédures sur les risques psychosociaux. Je vous invite éventuellement à saisir les commissions adéquates et ad hoc. Ça y est, ça devient chiant. On va passer à une autre question dans le public. Tu peux me donner ton prénom et puis c'est parti. Bonsoir Sylvain, merci encore de nous accueillir pour un podcast en live. Merci aux Fleurs du Malte, au passage. Voilà. Et puis bravo, big up à Jean-Marcel qui est au top là, merci. Effectivement à 18h. Je pense qu'on va les faire à 18h la prochaine fois. Ouais. Non, ne change rien. Le prochain c'est 23h30, tu vas voir. Et alors 1h du matin on le tient plus. 1h du matin on le tient plus. David sera pas là à 23h30. Non, encore bravo. Pour répondre à ta question, pas de Ligue 2 pour le FC Nantes, c'est inconcevable. Enfin, on est Nantes, putain, comme dit tout le monde. La Brigade Loire, la Tribune Noire mérite pas la Ligue 2. Donc on a un standing, on a le stade de la Beaujoire, on est Nantes, quoi. Moi je suis absolument pas, et les Kita partiront pas de toute façon. Valdemar est tellement fier et imbu de sa personne qu'il fera tout pour essayer de remonter, et ça pourra prendre un certain temps, comme dirait l'autre, parce que remonter aujourd'hui en Ligue 1 c'est pas simple. Moi j'avais une petite question ou un petit jeu avant. Vous devriez organiser un jeu sur la durée de vie de chaque coach. C'est 9 mois la moyenne. Hein. 9 mois la moyenne, mais ouais, c'est le temps d'une grossesse. Personnellement, je vois pas quand tu arrives faire 9 mois. Après, si tu écoutes les podcasts, généralement, à chaque début de saison, on dit est-ce que ça va être octobre, novembre, 1, 2 ou 3 exactement. Ouais. Et par contre, dans l'épisode du Kita Circus qu'on a revécu la semaine dernière, comme vous l'avez décrit, qu'on revit malheureusement tous les ans depuis 18 ans, il y a quand même un truc qui m'a choqué, qui m'a interpellé, c'est Valdemar Kita qui a tenté de parler pensée sportif en proposant le poste, alors c'est pas directeur sportif, mais coordinateur sportif à Stéphane Ziani. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu une bulle qui s'est décoincée dans son cerveau et qui va quand même comprendre qu'il faut une direction sportive dans un club de foot de Ligue 1 et au FC Nantes aussi. Alors ça, on va essayer de psychologiser ce que fait Valdemar Kita. Deux choses je tente de répondre là-dessus sur deux choses. La première, c'est que Stéphane Ziani, il l'a déjà en tête depuis longtemps, puisqu'il a voulu, parmi les pistes à l'époque, l'associer à Courbis pour reprendre le FC Nantes au moment où finalement son fils choisit Pierre Aristouille. Lui était plutôt pour un ticket Courbis-Ziani. Donc il a en tête la capacité de Ziani
à prendre en charge une partie du sportif au FC Nantes. Puis ils s'entendent bien tous les deux. Et ils s'entendent bien tous les deux. Voilà. Ouais. Et la deuxième chose, sur la psychologie de Valdemar Kita, j'irai jamais voir, ça c'est sûr. En revanche, oui, je pense qu'il constate le manque, il constate le problème, mais c'est son fils. Exactement, et pour ajouter, en fait, je pense la situation l'énerve profondément depuis un petit moment. Et je pense qu'il voulait, pour lui, créer un électrochoc, mais en reprenant un petit peu la main. Mais reprendre la main pour lui, c'est forcément, ça en vient à écarter son fils. Et c'est là où le problème, il va pas jusqu'au bout de son idée, puisque, en gros, c'est lui qui aurait dû écarter son fils, s'il allait au bout de sa logique. Il peut pas demander de proposer un poste à Stéphane Ziani et de laisser entendre que Stéphane Ziani il se débrouillera avec Franck Kita et puis il l'écartera tout seul. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Donc, et c'est pour ça que Ziani n'y va pas. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Régis. J'avais 2 questions. On a parlé du mercato tout à l'heure et on a évoqué les joueurs qui pourraient venir. On a cité quelques noms. On a aussi cité les joueurs dont le club aimerait rompre le contrat. Mais mes 2 questions arrivent. La première, c'était est-ce que vous avez d'autres noms à nous donner que ceux qu'on a cités ? Je sais que David, à chaque fois, nous dit que c'est difficile de trahir le secret de ses sources, donc il ne voudra pas nous donner de noms supplémentaires. Mais quand même, un petit effort, on serait preneur. Et puis j'avais une autre question sur un papier qui a été publié aujourd'hui dans l'équipe. Thomas Doucet parlait de joueurs qui avaient de fortes envies de départ, mais il ne citait pas de noms. Et je ne peux pas imaginer que la PQR soit moins au courant que l'équipe sur le sujet. Donc vous avez forcément les noms. Et on a bien vu tout à l'heure que David nous parlait de Mwanga avec une petite mimique qui avait l'air de dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui auraient envie de partir ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Si vous pouviez nous donner des noms ce soir, on serait content. Alors par rapport à ça, c'est vrai que j'étais un peu surpris de lire cette phrase, pour être très transparent. Je me suis renseigné un petit peu hier soir. On pourrait imaginer qu'Ablin ait envie de partir. Donc quelqu'un a eu son agent hier, c'est a priori pas du tout le cas. Donc on parle pas d'Ablin. Après, à travers cette phrase, on peut aussi parler de Camara, de Hong, de joueurs comme ça qui ne jouent quasiment pas et qui ne sont pas satisfaits, même Lado, qui ne sont pas satisfaits du tout de leur temps de jeu et qui sont en échec total et qui ont peut-être envie de partir. Donc moi je pense plutôt à ces joueurs en fait. Et Mohamed, oui. Il est aussi sur le marché, cela dit, Mohamed, le club souhaite le vendre à chaque mercato. Donc voilà, il est toujours là. Après... on en revient à chaque fois à la psychologie, c'est que quand tu regardes les joueurs de l'effectif, c'est très compliqué. Nous, ce qu'on se dit entre nous quand on le voit assez régulièrement, c'est Anthony Lopez. On se dit à un moment il va péter un plomb à force il se fait canarder. Il faut pas oublier aussi que si Nantes a 11 points, c'est aussi en partie grâce à lui. Et lui, il doit se demander ce qu'il fait dans cette galère. Quand je regarde Machado à Angers vendredi, je me dis mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère ? Et n'importe quel joueur qui va venir en janvier, je leur dis d'avance, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Donc les joueurs qui sont là, ils sont très impactés psychologiquement. Je regarde Le Penant, quand il nous parle après les matchs, il est touché, quoi, parce que lui, il court comme un dératé, il fait des pressings de partout, et derrière, à Angers, c'était dramatique. À un moment, il tombe, il essaie de récupérer la balle, il n'y arrive pas, il est quasiment à 4 pattes à courir. Enfin, les gars, ils sont rincés dans la tête déjà. On est qu'en décembre. Une grande partie d'entre eux ont envie de partir. Ils sont rincés aussi par le changement de cap à 180 degrés, parce que on pouvait imaginer une permanence dans ce qu'ils faisaient avec un renfort, c'est ce que tout le monde demandait. Mais là, on change de cap complet, donc même y compris pour les joueurs, je suis pas sûr que ce soit le cadre le plus rassurant qu'on leur offre pour démarrer janvier après la trêve. On va essayer, messieurs, de faire ping-pong un tout petit peu plus rapide, parce qu'on a pas mal de questions et on est déjà long, ça fait 1h30. Je donnerai pas de nom. Il y a ce que je peux vous dire. Moi, je peux en donner au bar. Voilà. Mais il faut rester aux fleurs du Malte après. Non, parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font feu de tout bois. Au niveau des. Alors, ils ont je ne sais combien de. Ils ont un nombre de dossiers. Le retour de Dubois. Non, feu de tout bois. Ah, de tout bois. Tout basse. Salut. Bonsoir messieurs, je m'appelle Arnaud. Je salue rapidement Josala qui m'a fait découvrir le podcast et qui vous salue, qui ne pouvait pas être là ce soir. Moi, ma question, elle est sur le modèle. Moi, j'ai été abonné de 94 à 2005, donc j'ai vécu de belles choses pour mon âge. Ouais, c'était bien. Et aujourd'hui, je me demande à quel horizon je pourrais éventuellement retrouver des émotions pareilles et sous quelle forme. Quand je vois le foot d'aujourd'hui, je me dis, il y a vraiment plusieurs dimensions, en fait. Et nous, on en est dans une dimension qui est assez lointaine. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait créer des circonstances favorables à toutes les sphères du club et selon le modèle qu'on pourrait avoir, fonds souverains, etc., pour que ça aille mieux ? Voilà. Merci.
Simon, je te laisserai. Ah là là, mais non, mais on sait pas si on doit souhaiter. Avez 3 heures. On sait pas si on doit souhaiter de la multipropriété parce qu'on a vu que les supporters de Strasbourg, par exemple, s'en plaignent alors que le club commence à avoir des résultats. Lorient aussi. C'est compliqué. Hein. On n'a pas de boule de cristal et l'idée de cette Ligue 2 qui permettrait peut-être le départ d'Equita, un projet vertueux derrière, repartir à zéro, mais il faut des fonds derrière la Ligue 1, elle a changé, comme on dit. Donc il faut de l'argent. La Ligue 1 a changé, mais je trouve qu'un club comme Brest fait un peu le village gaulois qui résiste un peu à tout avec un projet club assez étonnant. Enfin, oui. Y compris dans les... Enfin, nous, on le voit dans les accueils presse. Alors, c'est très... je vais pas dire roots, mais c'est quand même... C'est rustique. C'est très rustique. On se gare sur le parking de l'école maternelle. Et ce sont des bénévoles qui nous accueillent. Enfin, il y a aucun... Même dans l'environnement du club, c'est bénévole, avec des séances ouvertes au public, où les gens viennent, ont un contact toute la semaine avec le club. Il y a un côté un peu anachronique dans le foot actuel, et ça ne les empêche pas de fonctionner. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est créé avec des dirigeants très discrets. Oui, mais le triptyque fonctionne. Alors, il y a un directeur sportif qui travaille main dans la main avec un coach et un président qui les laisse bosser. Il y a le club de Lens aussi qui s'est refait, alors qu'il y a une base là pour le coup plus importante que Brest, qui est une vraie histoire, une histoire plus forte dans le foot, avec un vrai engouement, avec un ancrage local très fort, et dont on pouvait craindre ce qu'ils ont fait en janvier où ils ont tout vendu. Et au fait, parce qu'ils savaient qu'ils allaient se maintenir, pour eux qu'on pourra se donner 6 mois pour reconstruire sur d'autres bases. Et avec des hommes, ils ne sont pas plantés sur le choix des hommes. Et comme disait Simon, ils ont su créer un triptyque recrutement, directeur sportif, coach. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je veux dire. Dans ces deux clubs, on a Jean-Louis Leca et Pierre Sage. On a vraiment un duo qui travaille bien. Et à Brest, c'est comment il s'appelle, l'ancien Nantais directeur sportif à Brest. Lorenzi, Grégory Lorenzi, et avec Eric Roy et un président qui se mêle pas du tout du sportif et qui fait confiance sur la durée à ce duo-là, évidemment. Donc c'est un petit peu la différence. Je crois que c'était un peu le projet du collectif nantais aussi, d'installer quelque chose de vertueux dans ce registre-là. Malheureusement. Non, mais cette saison, malheureusement, on n'était pas trop loin. Enfin, il y avait quelque chose de cohérent, je trouve, dans ce qui était mis en place. Malheureusement, ça s'est fracassé sur les résultats de manière trop rapide, je trouve. Autre question dans le public. Salut, jeune homme. Salut, je m'appelle Leonardo. C'était la question pour le budget de Nantes pour le mercato. Vous pensez qu'ils peuvent mettre maximum combien à peu près pour recruter des joueurs pour se maintenir ? Ils sont plus sur des joueurs, ils cherchent des joueurs plutôt libres. C'est plus en termes de salaire que le club est prêt à mettre on en parlait tout à l'heure, 200 000. Et c'est des prêts de 6 mois. Regardez Cabella, il va être prêté pour 6 mois avec un salaire très 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 élevé. Et donc ils cherchent plutôt des profils comme ça. Valdemar Kita ne va pas mettre 12 millions sur un joueur en janvier. En tout cas, ça va quand même coûter quelques millions. Hein. Plusieurs joueurs à plus de 100 000 ou jusqu'à 200 000 sur 6 mois. Tu fais le calcul. Ça va quand même coûter cher. Avec le risque de déséquilibrer le vestiaire avec des grosses différences de salaire. Ça, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Qui peut être problématique. Un autre jeune homme. Bonjour, je m'appelle Albin. J'ai une question très simple sur pourquoi on a pris Ahmed Kantari alors qu'il y avait beaucoup d'autres entraîneurs libres, plus expérimentés en Ligue 1, je pense. Qu'est-ce qui t'aurait plu, par exemple ? Je sais pas, même si Will Steele, ça aurait été une bonne idée, même si il a clairement dit qu'il voulait pas venir. Mais à ce sujet, je me suis pas trop renseigné, c'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui. Il y a eu des refus, on a dit Antonetti qui est un coach expérimenté à refuser. Je suis pas sûr que ça... Non, c'est pas la peine d'essayer de l'imiter une nouvelle fois. Antonetti, il y a eu... je sais qu'ils se sont renseignés sur Sabri Lamouchi, je crois, qui a résilié son contrat en Arabie. En deuxième division saoudienne. Deuxième division saoudienne, c'était le lundi, donc ça fait longtemps il y a 8 jours. Le faire. Hein. Voilà, pourquoi pas Lamouchi. Mais t'as pas tant de noms que ça. Hein. Qui connaissent le club. Ouais. Et puis, non, mais franchement, il n'y a pas tant de noms que ça. Et nous, après le match de Lens, on a quitté la nuit le stade de Beaujoire en se disant voilà, Castro risque de sauter. Et en fait, on regarde la liste des entraîneurs libres, on se dit qui peut venir. Et en fait, t'as pas tant de choix que ça, quoi. Il y a Pascal Duprat. Oui, on y arrivera un jour. Hein. On finira peut-être en Ligue 2, David. Et non, mais Kantari connaissait beaucoup le club aussi. Je crois que c'est important à préciser. Ça a rassuré les présidents de faire appel à quelqu'un qui était adjoint de Camboire qui a sauvé le club déjà la saison précédente. Antoine Camboire est libre, effectivement. Oui, mais d'ailleurs, Camboire, Derzakarian sont des gens qui sont dans la région et ça a été parmi les discussions potentielles. Oui, pourquoi pas.
Bonjour jeune homme. Salut à tous. Tout d'abord, merci pour le podcast qui nous accompagne tous les mardis. Moi, c'est Hugo et j'avais une question un peu globale. Alors, ça fait plusieurs années que vous suivez le FC Nantes et j'ai le souvenir de la période entre le collectif nantais, Raymond Domenech, le Kita Circus, le FC Nantes est à vendre, vers la période Covid. Et à ce moment-là, on sentait une forme d'espèce de colère sociale qui dépassait un peu la tribune Loire vis-à-vis du devenir du FC Nantes. Et vous l'avez un peu expliqué vis-à-vis du soutien qu'il y a eu à Luis Castro et aux jeunes joueurs. On sent pas cette même atmosphère malgré des résultats et un fond de jeu qui est encore plus inexistant qu'à cette période. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et la question, sans faire la boule de cristal sur la multi, c'est est-ce que vous pensez que ça va durer ou est-ce qu'on est un peu sur un précipice qui peut exploser là vis-à-vis des résultats à court terme? Moi, je vais commencer là-dessus, juste sur ce que je ressens, mais je pense qu'on le ressent tous en discutant avec des fans du FC Nantes les uns les autres. La colère, je pense qu'elle est là, elle va venir, mais l'indifférence aussi. Et je ne sais pas si ça se traduira par une désaffection du stade de la Beaujoire, par les supporters, mais quand même, en tout cas, Twitter X n'est qu'un petit microcosme, mais je suis étonné du nombre de messages de gens qui disent c'est bon, c'est la goutte d'eau, j'avais repris un peu de passion avec le projet Castro, avec les jeunes, Simon. C'est terminé pour moi. Certains disent ça. Non mais c'est ça Simon, le problème du foot et du FC Nantes en particulier, et on le vit très souvent, c'est que tu as toujours un peu envie d'y croire. Castro, cet été qui arrive, un projet de jeu, tu parles d'entraîneur qui veut faire du jeu collectif, du jeu offensif à Nantes, on signe tous dedans, utiliser les jeunes, on signe tous, et en fait c'est une déception permanente de je me suis pris à y croire, et en fait c'est ça qui crée cette désaffection et cet écœurement en fait. Moi, il y a quelque chose qui me plaisait quand même dans cette première partie de saison catastrophique, c'est de retrouver les racines nantaises, de voir éclore des jeunes, plusieurs jeunes, d'évaluer leur potentiel, qui se confrontent au niveau Ligue 1 et de retrouver des Nantais formés au club. Je trouvais ça quand même très très chouette. Bon, ça n'a pas fonctionné, on a expliqué les raisons et le contexte. Il y a la deuxième partie de la question. Ce qui est dommage en fait, c'est que en gros, on nous a vendu en juin un nouveau cycle, un nouveau coach, un nouveau groupe, mais un projet club aussi. Et en fait, là, on change de coach, mais on change de projet club. C'est magnifique. C'est parce qu'il n'y a pas de projet club. Voilà. Ah oui, c'était adossé sur le coach. Les supporters ont manifesté leur mécontentement contre Metz. On va quand même le rappeler, les sifflets au bout de la 30e minute de jeu. Et ça a fait beaucoup parler. Les joueurs s'en sont plaints après le match, le coach aussi. Peut-être que les supporters ont écouté. Il y a eu des échanges en coulisses entre les joueurs et des responsables de la Tribune Loire pour dire on y va ensemble, et c'est pour ça qu'à l'issue de la défaite face à Lens, il y a eu des applaudissements réciproques en dépit de ce revers-là entre supporters et joueurs. Et on l'a moins vu à Angers. À Angers, il y avait déjà eu un changement de coach et c'était un peu plus froid entre les deux. Juste très court, mais tu avais une deuxième question sur le côté précipice financier. En fait, il faut quand même se rendre compte que les clubs de Ligue 1, je t'enlève les paris qui sont largement au-dessus, ou ceux qui travaillent sainement, mais même ceux qui travaillent sainement sont en difficulté. La crise des droits télé, c'est un impact monstrueux sur le budget d'un club comme le FC Nantes. Et la baisse des moyens, elle est immense. Elle est immense. Et je l'avais déjà évoqué lors d'un dernier podcast en public, le problème le problème du FC Nantes, c'est qu'en fait c'est un club familial qui devrait, ce modèle-là, c'est un modèle qui se perd et qu'on devrait chérir, sauf qu'en fait c'est la famille Kita qui est détestée à Nantes, et donc en fait tu te retrouves dans cette sorte de schizophrénie. De toute façon les supporters le disent toujours, entre ce modèle qui est un modèle vertueux un peu du FC Nantes familial à l'ancienne, et une famille détestée à Nantes. Allez, on fait encore une ou deux questions les amis, et puis parce qu'on est déjà à 1h40 je crois, ça fera une belle écoute pour ceux qui voyagent avec nous. Ouais, c'est presque la durée d'un match. Ouais. Bonsoir, moi c'est Marius. D'ailleurs, au passage, je salue mon association La Maison Jaune pour laquelle je contribue. La question, moi, c'était plus un avis. Ça ressemble à ce que disait Jean-Marcel à l'instant sur le projet club qui avait été vendu cet été avec une masse salariale réduite, des joueurs au niveau modeste, mais un entraîneur qui arrive comme la recrue phare et qui va faire surperformer des joueurs. Ce qu'on a pu retrouver avec Pierre Sage, Will Steele, plusieurs projets qui marchent dans le football français. Ça n'a pas fonctionné. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle politique avec le retour des gros salaires et des entraîneurs qui ne se ressemblent pas du tout, finalement, parce que Will Steele, c'est un nom plus ou moins à la mode.
Frédéric Antonetti, c'est le football des années 2010. Et le troisième, c'est Sabri Lamouchi. Il revient à chaque fois dans la liste des nouveaux entraîneurs. Et pour le coup, moi, je comprends pas trop pourquoi. Donc au final, on est sur un projet vendu. 5 mois après, on repart sur totalement quelque chose d'ancien, de nouveau, et on repart de zéro. Et finalement, on est déçu. Là, l'objectif de la direction, il est très clair, c'est de sauver le club. Ils en ont rien ils parlent même plus de projet, de rien. Là, ce qu'ils veulent, Valdemar Kita, c'est à tout prix sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2. C'est tout ce qui lui importe. Hein. Donc, il y a pas. Là, faut pas parler de projet. Lui, ce qu'il veut, c'est un pompier de service qui va venir, et puis, on va acheter des joueurs parce qu'il se dit que c'est en accumulant des gros salaires, donc peut-être des présumés gros joueurs, il va peut-être réussir à sauver le club. Mais je pense qu'on l'a bien dit quand même, il y a quand même une grosse panique. Hein. Là, il y a une panique totale de la part de la direction. Hein. La Ligue 2, elle est proche. Hein. Est-ce que tous les ans, faire la même chose tous les ans, c'est pas finalement ça le projet ? Question suivante. Ouais. Oui, bonsoir Baptiste. Question plus légère pour finir le podcast, en particulier pour David. Est-ce que tu penses que Fontenay, les Sables d'Olonne ou les Herbiers peuvent aller plus loin en Coupe de France que le FC Nantes ? On va arrêter l'émission, c'est pas une émission vendéenne. Non, j'en sais rien. Fontenay-Paris, ça va être un peu compliqué, mais je crois que Paris joue quand même. On en parlait avec Philippe tout à l'heure. Le PSG joue demain, je crois, c'est quelle compétition ? En coupe intercontinentale. Donc ça va être même un PSG amoindri, ça va être compliqué pour Fontenay. Et malheureusement pour les Sables, je trouve que c'est un peu dommage que les Sables d'Olonne aient joué à Rennes contre le Stade Rennais. J'aurais beaucoup aimé ce match à La Roche-sur-Yon, ça aurait été plus simple pour les supporters. Et puis peut-être qu'il y avait un coup à jouer à La Roche, mais là je pense que sur leur pelouse ça va être compliqué pour les Sables. Les Herbiers, à voir. Bien toujours mort pour eux. Allez, dernière question pour toi, c'est parti. Et merci pour la question. Salut, Raphaël, membre de l'équipe Vie Nocturne autour de Jean-Marcel. Ah, très bien, mais on l'apprend. Petite question peut-être plus globale pour votre travail à vous. Le boulot de journaliste, c'est aussi faire du travail avec des sources. Et au vu du turnover coach-staff au FC Nantes assez rapide, est-ce qu'il est facile d'avoir de l'info de qualité et de l'info solide au FC Nantes, ou plus compliqué qu'ailleurs ? C'est un club où ça fuite de partout quand même un petit peu, non ? On lit beaucoup plus de choses dans la presse qui suit le FC Nantes que dans pas mal d'autres clubs, je trouve, de Ligue 1. Alors, en fait, pose la question à l'attaché de presse du FC Nantes. Il s'arrache les cheveux. Et après, les staffs bougent, mais il y a quand même des gens qui restent, qui sont au club depuis très très longtemps. C'est les staffs qui tournent beaucoup. Hein. Donc voilà. C'est un club qui vit pas très bien en interne non plus. Il y a des courants différents, il y a des gens qui s'apprécient peu, donc qui peuvent parler plus facilement les uns des autres, les uns sur les autres. Voilà, on peut le dire comme ça. Un peu comme Jean-Marcel et nous, quoi. Il n'y a pas une grande autorité sur place, on l'a dit, de la direction qui est absente. Donc ça vit comme ça vit, et ça parle beaucoup. Voilà, pour répondre à cette dernière question. Merci à tous, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très sympa. Merci tout le monde. On va remercier évidemment le bar Les Fleurs du Malte avec Julien là-bas qui nous accueille. Merci Julien. Merci. Vous pouvez venir y déjeuner le midi, on l'a fait, on y mange très bien, Julien, je te le dis. Merci à Peter aussi, toujours aussi excellent à la technique pour It West. Merci à Emma et Michel qui nous ont donné un coup de main sur la promo. Il est là, Michel. Merci à vous tous qui êtes aussi fidèles à Sans Contrôle. Le podcast continue de bien marcher. On croise les doigts et on espérait que les résultats suivent la courbe du podcast. Le peuple jaune est encore là pour l'instant. Merci Jean-Marcel, merci. À David, à Pab et à Christophe. Merci à Zeb qui nous a filé un beau coup de main aussi. Merci à toi. Tu as oublié quelqu'un. Oui, tu m'as dit pourtant tout à l'heure, faut pas que je l'oublie. Hélène Hamon. Voilà. Voilà. Qui est souffrante. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient souffrants ce soir et qui nous permettent de vivre et de suivre ensemble cette actu du FC Nantes. Et merci à tous de nous écouter. Et on se dit joyeux Noël. Et on se retrouve le 6 janvier. Merci les amis. Salut. Salut. Sans Contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.